pars du principe qu'il n'y a aucun être humain sur la Terre, trouve un billet de 50 balles par terre, le ramasse pas. Je pense pas qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Ouais, Je moi pense non qu'il faut plus, travailler plus intelligemment pour gagner plus. Je comprends pas vraiment comment les gens vont claquer autant d'argent dans de l'apparence. Parce qu'il faut pas d'abord se connaître pour être sûr de faire les bons choix. Parce que J'avais le blog à gérer, j'avais commencé à investir dans un premier appart, je commence à créer une agence de com avec Evan. De là, en fin d'année, je deviens papa. 6 mois de ma vie, je fais que ça. Chez moi, c'est un studio, je prenais même pas le temps de manger pour filmer plus, pour faire plus de choses. Donc j'ai fait un bac S parce que je voulais faire designer automobile. J'arrive à l'examen, vraiment un surhomme. Je dis c'est bon, je sais tout. Tous les gars à côté de moi, j'étais là, j'ai dit ouais, t'inquiète, je gère. J'ai eu 2. quels sont tes réels objectifs, tes réelles passions, tes réelles envies? Qu'est-ce que tu as envie d'être plus tard? La plupart des gens, déjà, quand ils se lancent dans un business, ils échouent parce que aussi les gens derrière les motivent pas. Et le problème, c'est que tous les réseaux poussent les gens à aller directement vers le très très riche. Qu'importe si c'est pas le 100% du meilleur choix que tu aurais pu faire, tu restes sur le chemin pour y arriver. Vaut mieux faire 10 choses imparfaitement que 0 chose parfaitement. Exactement. Bon les gars, ça va? Ça Tranquille? va, très bien. Bon, on voulait parler de plein de trucs aujourd'hui, des sujets qu'on évoque rarement, déjà même nous en soi, même sur les réseaux, jamais. Mais pourtant, on a plein de questions là-dessus, sur les investissements, l'argent en général. En France, malheureusement, c'est un sujet un peu touchy, c'est vrai, de parler d'argent, de parler d'investissement, de plein de choses. Mais bon, en même temps, on est tous dedans, peu importe l'argent qu'on a, on investit tous plus ou moins, on a plus ou moins tous de l'argent, dans un sens, on en a besoin. Et peut-être expliquer aujourd'hui, parler de plein de trucs, expliquer peut-être comment on gagne nos vies, comment on investit, parce qu'on a eu plein de questions là-dessus et je pense que c'est intéressant qu'on en parle. Et d'où on vient aussi, bien sûr. D'où on vient, ouais. D'où on vient, nos parcours, pour savoir comment on a fait pour arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui et peut-être les projets futurs qu'on veut faire. Ouais, ça peut être pas mal intéressant. Voilà. Là, pour commencer, est-ce que tu penses que l'argent, c'est important? Vas-y. Ouais. Vas-y, je te sens chaud là. Ouais, je pense que c'est un débat on va peut-être le faire un peu plus tard, genre vraiment en détail. Parce qu'il y a plein de trucs. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on va dire, et ça va découler de plein de trucs après et on va pouvoir bien en débattre. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui disent, c'est vrai que c'est touchy de dire tout ça, mais qui disent genre l'argent, c'est pas important. On entend souvent cette phrase-là. Parce qu'on va toujours le comparer à la santé, à être en bonne santé, machin, etc. Ça, je le comprends parfaitement. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait une personne sur les 8 milliards d'habitants qui te dise qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'argent, pour moi, ne pas avoir d'argent, c'est être dans la merde. Tu vois, si tu n'as pas d'argent, tu es dans la merde. C'est juste une logique imparable. C'est-à-dire, si au mois prochain, tu as 0 €, je ne vois même pas comment tu peux vivre. Mais dans notre société à nous, mais toi qui as fait les tribus. Oui. Moi, je te parle toujours. Tu vois, non, mais voilà, mais c'est pour ça que tu parles des 8 milliards d'habitants, mais finalement. Et même dans les tribus, il y a un business. Il y a un business touristique. À cause de nous. À cause de nous, mais eux aussi sont soumis à avoir ils doivent avoir cet argent-là pour vivre, malheureusement, pour certaines choses, à cause de l'humain qui est allé les voir. C'est ça. Ça, c'est clair, c'est un autre débat et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a toujours, je crois que quand on est allé en Amazonie, il nous disait qu'il y avait à peu près 500 tribus qui étaient pas touchées par le tourisme, vraiment, où aucun touriste n'est jamais allé. Et donc peut-être que eux n'ont pas le contact de l'argent, mais même ça, j'en doute. Tu vois, parce que je pense qu'ils se déplacent, ils ont toujours certains ont un peu de technologie, peut-être un moteur pour une pirogue ou un truc comme ça, tu vois. Et où ils vont avoir besoin d'avoir cet argent pour acheter ce moteur à quelqu'un. Alors peut-être que eux ne vont jamais aller à Rio, tu vois, un mec qui est en Amazonie, mais va donner son argent à un gars qui va lui acheter le moteur et qui va lui amener. Donc lui, il sera jamais sorti de sa tribu. Après, à l'époque, ils faisaient du troc, donc potentiellement, l'argent, c'est l'humain qui l'a créé, l'argent. Donc, c'est nous qui avons créé cette problématique. Demain, si on revenait à l'âge de pierre, tu vois, on pourrait très bien simplement vivre. Moi, je me rappelle, mon père, on faisait le potager, on avait le poulailler, et je veux dire, on pouvait s'autosuffire sur le minimum dont on a besoin pour vivre. Donc, oui, l'argent, c'est hyper important, on est d'accord, mais je pense que c'est à cause de la société Tout à fait. Et de ce qu'on en fait. Mais donc, toi et moi, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre avec un poulailler? Ah ben non, ça c'est sûr. Voilà, donc en fait la question elle est là, c'est genre aujourd'hui
pour un certain nombre de personnes, c'est minime dans le monde, qui peuvent peut-être vivre sans argent, ou quelqu'un qui vit seul dans la montagne avec ses bêtes, qui fait son potager et tout, peut-être que lui, et encore, j'ai envie de dire, je suis sûr ils ont quand même un peu d'argent. Oui, bah oui. Il y a toujours quelque chose. Mais là, on va parler des gens, les gens qui vont nous écouter ici. Ah bah oui, c'est forcément quelqu'un qui a de l'argent, puisque c'est quelqu'un qui nous regarde c'est quelqu'un qui nous regarde sur un écran, C'est et sûr. son écran, il n'a pas fabriqué. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est tous les gens qui vont nous écouter, c'est forcément quelqu'un qui a de l'argent. Donc peu importe. Et qui en a besoin. Ou qui en a besoin. Donc moi, je pars du principe que si t'as pas d'argent dans ta vie, t'es dans la merde. Peu importe le montant, en fait. Si t'as pas une base, t'es dans la merde. Et pourquoi on le voit aujourd'hui, quand les gens disent l'argent c'est pas important, actuellement, on voit quand même beaucoup de gens dans les rues en train de manifester, que ce soit pour les retraites, quand tu vois les agriculteurs, que les mecs ils gagnent 1 300 € par mois en travaillant 70-90 heures par semaine. Gros, si les gens sont dans la rue, c'est que l'argent c'est important en fait. Tu vois, sinon ils diraient bon bah c'est pas grave, 1 300 €, t'inquiète, je vis tranquille. Quand tu fais les calculs, tu sais qu'avec 1 300 €, tu survis en fait. Donc moi je pars du principe que c'est très important. Et donc ensuite je me dis, il y a les gens qui disent que c'est pas important et il y a les gens qui veulent en avoir, tu vois, mais qui comprennent pas comment en avoir. Il y a ce souci en France aussi où tu as les gens qui malheureusement vont jalouser ceux qui ont de l'argent. Exactement. Et ça c'est un gros problème aujourd'hui. Quand tu parles d'investissement, quand tu parles d'argent, et souvent ceux qui vont jalouser ceux qui ont de l'argent, eux-mêmes en veulent. Tu vois, je pars du principe qu'il n'y a aucun être humain sur la Terre que s'il marche dans la rue, il trouve un billet de 50 balles par terre, le ramasse pas. Même le plus riche du monde le ramassera et le plus pauvre le ramassera aussi. Et même celui qui va te dire l'argent c'est pas important, s'il voit un billet de 50 balles par terre, je mets ma main à couper qu'il le ramassera. Et moi, par exemple, je suis le premier à ramasser quoi que ce soit qui est par terre, même une pièce de 1 centime, sur ma vie que je la ramasse. Ouais, moi aussi. Mais ça, c'est par rapport... Ouais, c'est superstition, c'est un peu genre... Non, de pas laisser passer... Elle est tombée sur mon chemin, faut la prendre et pas... Et même, c'est la valeur de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est la valeur. Tu peux pas... Moi, négliger la valeur. Ouais, je peux pas négliger. Moi, je peux en plein milieu d'un festival, il y a tout le monde qui marche dessus. Je vais les pousser, je vais la récupérer la pièce, par principe. Vraiment. Okay. Et elle va finir peut-être dans mon bocal en bas de chez moi à l'entrée, tu vois, et peut-être je vais jamais m'en servir. Mais par principe, j'ai jamais jeté ce centime-là, parce que je sais la valeur de ce centime dans certains pays où je suis allé. Et que les mecs, ils lècheraient le sol pour les avoir, les 1 centime. Pour moi, le fait de le négliger, si tu passes devant, c'est le fait même de... Si tu le jetais presque comme ça, quoi. C'est le prendre et le jeter, toi. Ouais. C'est jeter l'argent. Ça comme ça. Ok. Bah non, mais peut-être... Non, mais c'est vrai, tu vois. Donc moi, quand je vois dans certains pays, pour tous les deux, comme on est allé à Madagascar, on a vu des choses à Madagascar. Je pense que le centime, tu leur donnes. Ils sont contents. Vraiment, c'est chaud, quoi. Tu vois, genre au Cameroun, le salaire moyen, c'est 50 €. Et je crois que Madagascar, c'est pas trop loin aussi. Hein. Ah ouais, bah ouais. Sûrement. Mais tu imagines, 50 €. Bon, après, c'est pas le même pouvoir d'achat, tu fais pas la même chose avec. Mais 50 €, tu fais quand même rien. Ouais. Tu vois. Donc, c'est quand même chaud. Donc, la valeur de l'argent, il faut vraiment l'avoir. Et donc, quand les gens disent, bah non, c'est pas important, si, c'est important. Parce que c'est quand même les premiers qui vont vouloir en plus de l'argent derrière. Et donc après, comme je sais qu'on va parler investissement, on va parler de nos parcours, comment réussir, un peu des choses comme ça. Je trouve important de parler des 3 points clés qui permettent aux gens de comprendre comment gagner sa vie et comment gagner de l'argent. Et après, on parlera sûrement motivation, etc. Déclic, sacrifice. Il y a plein de choses qui découlent vraiment de tout ça. Et pour moi, les 3 points clés, le premier, c'est déjà, savoir comment gagner de l'argent. Et peu importe, ça peut être savoir comment gagner de l'argent, comment gagner 2000 balles pour un salaire ou un truc comme ça, ou gagner des millions, c'est exactement le même principe dans un sens. Et d'abord, savoir gagner de l'argent. Ensuite, tu vas avoir comment savoir économiser cet argent que tu as gagné et comment l'investir. Et en fait, quand tu fais ces 3 choses-là, c'est ce qui te permet derrière en soi de devenir riche, c'est-à-dire de vraiment gagner de l'argent et pas à la fin du mois de te retrouver à zéro. Tu vois. Alors forcément, chaque personne a des contraintes différentes. Si tu gagnes 1 300 € par mois comme un agriculteur et que tu as 2 enfants, pour moi, tu es dans la merde. C'est super complexe, tu vois. Là, par exemple, je vais dire un truc, et c'est ma vision des choses. Je critique personne, mais je pars du principe que pour moi, j'ai pas d'enfants aujourd'hui. Le jour où je ferai des enfants, c'est parce que j'ai une stabilité financière. Ah bah ça, c'est sûr. Ça, c'est mon choix. Non, je critique pas les gens qui ont fait des enfants sans avoir une stabilité financière. Mais pour moi, c'est ma vision des choses. Il y a aussi des gens qui ont eu des enfants, c'est tombé comme ça, et ils n'avaient pas la stabilité financière. Et ça peut arriver. Honnêtement, je pense que ça peut arriver. C'est la vie qui est comme ça. Et ils l'ont voulu, et ils ont peut-être vraiment le droit de le faire. Mais moi, voilà, je me dis aujourd'hui, j'ai une stabilité financière aujourd'hui. Donc, je suis capable aujourd'hui d'avoir des enfants.
Donc je pars du principe, je sais pas, toi qui as un enfant. Mais moi, quand on a fait un enfant, c'est qu'on pouvait l'assumer. C'est que je me suis dit, si j'ai un enfant, si j'ai envie de l'amener au cinéma, je l'amène au cinéma. Si j'ai envie d'aller au restaurant, je vais au restaurant. Si je veux partir en voyage, je pars en voyage. Mais ça ne changera pas grand-chose dans un sens, le fait que j'ai un enfant financièrement. Je voulais que ça m'impacte le moins possible. Je voulais pas être là en mode, du coup, t'inquiète, j'ai des aides, t'inquiète, on m'aidera, que ce soit mes parents, ma famille, mes amis, enfin, non, pas mes amis, mais ou des aides sociales. Je voulais l'assumer moi pleinement et pouvoir lui offrir tout ce que je veux lui offrir. Quand tu vois que quelqu'un il va gagner un SMIC ou des choses comme ça, quand tu es tout seul, tu es déjà dans la survie. Vraiment. Quand tu vois le prix des choses aujourd'hui, que les salaires augmentent pas forcément, et que après... derrière, si tu as en plus quelqu'un à charge, donc un enfant, l'école, toi tu connais tous les frais, moi je les connais pas. Tous les frais, oui. Et toi tu connais tous les frais. Ça chiffre vite. Ça chiffre très vite. Et à tout âge, et je pense que c'est de pire en pire après avec l'âge. Et surtout si après tu veux en avoir un deuxième ou quoi, tu démultiplies après les problèmes. Après c'est un autre débat, les enfants, mais c'est vrai que je pense d'une manière générale que les gens ne se rendent pas compte au moment où ils veulent avoir un enfant, les frais que ça engendre. Donc sûrement que les gens se disent c'est bon, ça passera parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui doivent se dire il y a des aides donc c'est bon, on y arrivera aussi. Après chacun sa philosophie, chacun son éthique. Moi je voulais pouvoir l'assumer à 100%. Donc je sais que Julie en voulait 2-3 ans avant qu'on ait eu Mathéo, et je lui ai dit non. Enfin après elle-même elle était pas débile, mais elle le voulait. Après elle m'a convaincu que moi aussi. Fallait y aller, c'était le bon moment. Que c'était le bon moment, mais sur le coup c'est vrai que je lui disais non attends. Et là c'est être prêt vraiment financièrement pour moi l'assumer. C'était ça. Moi c'était être prêt financièrement. Après être prêt réellement, je pense qu'on l'est jamais. C'est notre débat, c'est prêt toi intérieurement. On en reparlera, mais ça c'est notre débat. Mais en tout cas pour le côté financier, moi c'était très important de pouvoir assumer un enfant financièrement. Du coup, comment t'as fait pour pouvoir être sûr d'être prêt? Parce que c'est bien beau de dire oui, j'ai attendu, mais à partir de quand des calculs rapides. Mais à partir de quand tu te dis que t'as assez pour subvenir aux besoins d'un enfant? Parce que comme tu viens de le dire, nous qui n'en avons pas, on ne sait pas combien ça représente par mois finalement. Du coup, comment t'as su à un moment donné tu te dis, ok, à partir de là, je sais que je vais pouvoir avoir assez pour subvenir aux besoins d'un enfant. 10 000 € par mois. Non, je rigole. Je suis loin. Il consomme le Mathéo, c'est pour ça, il savait qu'il allait consommer. Je pars en voyage tout le temps avec le petit aussi, forcément, il part au bout du monde. Déjà, on se rencontrait très tôt avec Julie. J'avais 20 ans, elle avait 18 ans. On était dans les études, donc déjà, quand t'es en études, moi, c'était pas possible. Après, j'étais en intérim. Et en fait, c'était dans toute cette période-là où elle avait un CDI, elle avait sa stabilité, moi, j'en avais aucune. Et moi, il me fallait un minimum une stabilité. Donc dans ton travail, donc c'est pas une question... Une stabilité financière. Alors, exactement, mais excuse-moi. Pas forcément, parce que la stabilité financière, c'est combien d'argent par mois tu as besoin, ou est-ce que c'est simplement de se dire j'ai un CDI? Il y a deux stabilités, effectivement. Voilà, il y avait ça, là tu parles de un revenu récurrent, alors que l'intérim ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc moi c'était impensable de faire un enfant pendant cette période-là. Et après, je sais pas, après j'ai pas calculé. C'est vrai que dans mes missions d'intérim, après j'ai signé un CDI où je gagnais correctement ma vie. Donc je me suis pas dit, ok, là je déduis ça. C'est bon, enfin j'ai pas fait le comptable quoi. Ok, donc ça veut dire que pour toi, c'est-à-dire que pour toi la stabilité, c'est juste une stabilité d'un contrat. C'était d'abord un contrat, effectivement. Mais on sait très un contrat peut-être caduque. Parce que j'allais dire, à l'heure actuelle, on sait quand même qu'un CDI, mais à un moment, t'as un minimum de risque à prendre. T'as un minimum de risque à prendre. Je suis d'accord. Mais du coup, ça veut dire... Moi, je pensais que t'allais dire une stabilité financière, c'était un minimum par mois qui te permet justement de subvenir aux besoins d'un enfant. Parce que tu viens de dire très justement que t'as besoin d'argent. Donc, c'est un niveau de vie supérieur à celui que t'as à 2 pour pouvoir avoir un enfant. Parce que tu peux très bien avoir 2 CDI, 2 SMIC, c'est vrai. C'est une stabilité. Mais bon, déjà, pour autant, t'as pas beaucoup d'argent. En ayant par exemple 2 SMIC, tu peux faire des calculs. Ok, on a cette rentrée d'argent sur... Et de là, après, tu fais tes calculs. Mais c'est pour ça que je veux te pousser un peu. Je sais, mais c'est juste que je veux te pousser pour que tu expliques. Dans mon premier CDI, je gagnais quelque chose comme 2 000 € par mois, un peu plus. Donc c'est vrai qu'un 2 000 plus je sais plus combien gagnait Julie, on avait cette stabilité quand même. Donc ça te en suffisait. disant, on n'a pas fait les comptables encore une fois, même si Julie est comptable. On n'a pas fait les comptables en disant, ok, un enfant, ça va coûter tant. C'est juste, on s'est dit, à peu près ce mois... Tous les mois, on épargne temps, on a besoin de temps, et donc un enfant, ça va rentrer dans... Peut-être qu'on épargnera un peu moins, mais voilà, ça va rentrer. Et est-ce que du coup, tu arrives à épargner encore avec un enfant? On va y revenir, mais parce que on en reviendra après dans mon parcours. Parce que le truc, c'est qu'en plus de tes revenus, et on va rebondir sur ce que je disais, mais tu as des choses en plus de ton travail, en plus de ton CDI. Tu vois? Alors déjà, il y a aussi une contrainte de temps, parce qu'il faut, quand tu as un enfant, tu as une contrainte de temps. Il faut consacrer du temps, tu vois.
Et c'est pour ça aussi que quand tu veux te lancer dans ton métier, dans un projet et tout, la stabilité se fait aussi en sachant le temps que tu vas pouvoir consacrer aux autres. C'est ça. Tu vois ? Et donc, au départ, moi, je pars du principe que tu dois être capable de pouvoir mesurer ton temps. Oui, je pense que ça, complètement. Oui, et effectivement, moi, il y a eu une période, mais on en reparlera dans mon parcours parce que c'est assez intéressant. Mais effectivement, il y a un délire où il ne faut pas que tu sois en mode hyper égoïste à te dire c'est bon, je vais faire un enfant alors que tu n'as même pas le temps de t'en occuper. Il faut aussi un créneau de stabilité de timing. Ah oui. Parce qu'on a tous notre période où on a envie de vivre les choses pour nous, et à partir du moment où tu as un enfant, ben, tu vis d'abord les choses pour lui, et ensuite pour soi-même. Alors après, pas tout le monde fait ça. Il y a deux philosophies. Il y a des parents qui vont d'abord vivre pour soi et ensuite pour l'enfant. Moi, c'est pas mon éthique, c'est pas ma philosophie. Tu peux avoir un juste milieu. Après, bien sûr, il y a un juste milieu, mais bon, l'enfant, c'est la priorité. Surtout quand ils sont enfants, on parle pas d'adultes, on parle de bébé et enfant. Ton temps, c'est d'abord lui. C'est pas je suis en train de téléphoner ou je suis en train de travailler et qui te parle, mais c'est bon. Quoi mais c'est bon, lâche-moi, je te réponds dans 5 minutes. Non, il y a des gens qui sont très carriéristes et qui prennent une nounou jusqu'à 20h et qui bossent. Parce que tu es dans une contrainte, malheureusement. C'est ça. Et donc moi, je cherchais effectivement cette stabilité financière. Déjà, la stabilité, le fait d'avoir un revenu récurrent. Après, un revenu un peu plus élevé. On en reparlera dans mon parcours, mais du coup, j'ai aussi généré d'autres business qui faisaient que j'avais plus qu'un CDI. Et ensuite, une question de timing, quoi. Après, il faut avoir le temps, quoi. Il faut avoir le temps parce que c'est un voyage sans retour, quoi. Les gens, aujourd'hui, donc dans les 3 points, c'est savoir gagner son argent, l'économiser et l'investir. Et au début, savoir gagner son argent, à mon avis, le souci de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont pas capables de se motiver et de comprendre en fait qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Je pense pas qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Je pense qu'il faut travailler plus intelligemment pour gagner plus. C'est pas forcément plus. Mais alors, ça dépend parce que si tu sais très bien, parce que toi tu me le dis souvent, que tu as des gens qui ont besoin d'une sécurité avec un contrat. Donc si par exemple tu as un 35 heures, un CDI en 35 heures, tu ne gagneras pas plus, d'accord ? C'est ton 35 heures, ça vaut tant. Donc si tu veux gagner plus, tu seras obligé de travailler plus que ces 35 heures. Moi je parle dans ce cas-là, je ne parle pas dans les cas des gens qui entreprennent, d'accord ? L'entrepreneur, pour moi ça part du principe, tu ne comptes jamais tes heures. Donc, ça, c'est sûr. Et le but, c'est bien sûr que si tu peux arriver à gagner 10 000, par exemple, en travaillant 35 heures, c'est mieux que gagner 10 000 en faisant 50 heures. Donc ça, c'est travailler plus intelligemment, comme tu viens de dire. Ça, après, je pense que c'est pas facile pour tout le monde d'apprendre à travailler intelligemment. Je pense que ça s'apprend sur l'expérience, enfin sur le long terme. Mais partons du principe de quelqu'un qui a un CDI et qui veut gagner plus parce que je reviens sur mes 3 points. Quand tu as 2 000 euros par mois, c'est facile de dire oui, il faut économiser et investir. Avec 2 000 euros, c'est pas forcément facile de pouvoir économiser et investir derrière. D'accord ? Donc, il faut qu'au départ, sur le fait de gagner de l'argent, il faut que tu sois capable d'en gagner plus pour pouvoir faire les 2 autres points, c'est-à-dire économiser et investir. Donc, moi, quand je discute avec des gens, par exemple, et qui veulent un peu des conseils sur ça, je leur dis toujours, il y a un moment, tu vas passer par des sacrifices. Ça, on va y revenir là-dessus. Et donc, les sacrifices, ça va être sacrifier déjà même du temps en plus que tu as pour travailler plus et gagner plus. Et là, je veux faire un calcul très simple pour que les gens comprennent. Dans une semaine, il y a 168 heures. D'accord ? Si tu travailles 35 heures pour 2 000 euros, ok ? Il te reste un peu plus de 4,3 fois 35 heures dans une semaine. Si tu enlèves que tu dors 7 heures par nuit, d'accord ? Parce que ça, moi, je pars du principe que dormir, c'est ultra important et que ne pas dormir pour travailler, c'est pas une solution pour gagner plus, tu vas mourir à un moment. Genre, c'est 8 heures par jour, par nuit. 7 heures, c'est bien. Non, après, trop dormir, c'est pas bon. C'est entre 7 et 8. Voilà. Donc, tu pars du principe, tu dors 7 heures, donc ça te fait 49, donc ça te fait 50 heures. Allez, tu dors 50 heures par semaine. Donc, si tu enlèves 50 heures, il te reste, ça fait quoi ? 160, ça fait 118 heures. Tu enlèves tes 35 heures, il te reste à peu près 80 heures, en gros, de libre dans ta semaine. D'accord ? Donc, tu as 80 heures à utiliser dans ta semaine. Donc, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font de ces 80 heures ? Ils font rien. Ils se divertissent. Non, mais c'est réel. La plupart du temps. 80 heures. Ils s'occupent de leurs enfants. Oui, voilà, tout dépend des contraintes. Donc, je pars du principe de toujours pas avoir d'enfants à ce moment-là. Je pars du principe de pas avoir d'enfants à ce moment-là pour avoir pleinement tes 80 heures à toi. D'accord ? Et moi, c'était mon cas, c'est son cas aussi encore aujourd'hui. Donc, tu as 80 heures et tu décides d'utiliser 2 fois un CDI, en gros, un peu plus de 2 fois un CDI pour rien faire.
Donc là, non. Là, tu dois, toi, savoir combien de temps tu veux consacrer à ton divertissement, combien de temps tu veux consacrer à te développer, à créer peut-être un business ou peut-être un autre job avec un autre CDI, peu importe, j'en sais rien, à se former, à faire d'autres choses pour gagner plus. Et c'est avec ce temps-là que tu vas consacrer qui va te permettre de pouvoir gagner. Ces 2 000 € que tu as gagnés, ils te servent pour ta vie du quotidien. Et c'est peut-être 1 000 € que tu vas gagner à côté, même beaucoup plus, peu importe. Tu vas les investir, tu vas les économiser et les investir. Et après, dans plein de choses. Nous, voilà, ça c'est important, on va parler d'investissement, de ce qu'on fait nous, mais il n'y a aucun conseil d'investissement. Non. On conseille personne. On conseille personne. On va parler de nos investissements à nous, de ce qu'on a fait. On ne parlera pas forcément de chiffres ou de choses comme ça. Mais voilà, il y a zéro conseil. C'est juste investir, peu importe. Il y a des gens qui vont pouvoir investir dans des chaussures. Moi, tu vois, moi, il y a des trucs. Quand je vois beaucoup de gens qui vont dépenser leur argent dans des futilités, dans des fringues, dans des conneries, moi, je suis désolé de le dire, ça me répugne, quoi. Genre, vraiment, je comprends pas vraiment comment les gens vont claquer autant d'argent dans de l'apparence. Ouais. Ça, c'est ma vision des choses. C'est pas forcément une critique, mais je comprends pas. Tu vois, l'autre jour, je te donne un exemple. Je suis allé aux Galeries Lafayette et j'ai vu une vendeuse. Combien elle gagne, une vendeuse, à ton avis? Sans dénigrer, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. J'en sais, moins de 2 000 €. Moins de 2 000 €. Ah bah oui, 1 500. Je la vois, elle a des Balenciaga, chaussures Balenciaga. À son mode salaire. Je regarde, j'avance un peu, je vois le stand Balenciaga. Le stand où je m'arrête jamais de ma vie, rien à foutre. Mais là, ça m'intéressait par rapport aux chaussures que je venais voir. Je vois les mêmes chaussures, presque 900 €. Ah ouais. Je me dis que la fille, elle a claqué la moitié de son salaire pour acheter des chaussures et faire croire potentiellement aux autres qu'elle est riche. Et oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et quand tu vois les vrais riches, à part ceux qui veulent, qui claquent, tu vois, les bling bling et tout, mais les vrais riches, ils sont habillés avec des t-shirts éclatés. Hein. Ah ben c'est sans marque, sans rien. C'est même nous, regarde. C'est comme toi là. C'est vrai, même nous on n'a pas de marque, on s'en fout. Non mais ouais, mon t-shirt il vaut 15 balles et j'en ai rien à foutre, tu vois. Parce que je préfère mettre 15 balles là dans mon t-shirt et pas acheter 200 balles un t-shirt Balenciaga et donc la différence d'argent, l'investir dans du matériel peut-être pour mon métier, dans les podcasts qu'on fait là, c'est peut-être un kiff qu'on fait, mais on se dit qu'aujourd'hui peut-être ces podcasts ils vont fonctionner, peut-être qu'un jour ils vont générer de l'argent. S'ils en génèrent pas, c'est pas grave, on sait qu'on est capable déjà, on a une capacité aussi de pouvoir perdre cet argent qu'on investit là, puis après c'est un kiff, c'est un divertissement comme tout le monde. Mais voilà, on fait des investissements. Mais genre, voilà, là, les habits pour moi, après je rebondis sur les habits, les chaussures, il y a aussi des gens qui sont capables d'acheter des chaussures pour les revendre super cher après, de faire un business avec. Oui, donc, tout comme acheter des belles voitures, tant c'est juste du passif, mais c'est un actif si tu pousses... tu sais jamais ce que les gens font. Mais bon, la plupart du temps, c'est 90%, 95% du temps, après, avant tout ça, est-ce qu'il ne faut pas d'abord se connaître pour être sûr de faire les bons choix? Parce qu'honnêtement, c'est bien beau de vouloir gagner de l'argent, mais si c'est pas notre but initial, ça servira à quoi de vouloir gagner de l'argent? Tu vois? Ah oui, tout dépend. Dans le sens où là, tu vois, la société pousse à ce que tout le monde gagne de l'argent pour que tout le monde soit riche, pour que tout le monde aille plus loin que ci, que là. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ultra nécessaire pour tout le monde? Tu vois, je dis juste que pour certains, je suis d'accord avec toi, et du coup, il faut qu'ils mettent des plans en place pour y arriver. Il faut se former, il faut être à l'écoute, il faut investir, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je pense qu'on est un peu trop tous poussés à vouloir devenir riche, à vouloir avoir la liberté financière. Tu vois, on est un peu tous dans ce mood-là de vouloir ci, de vouloir ça. Mais le plus souvent, on ne se pose pas, je pense, les bonnes questions en amont pour être sûr de l'objectif qu'on veut atteindre, tu vois. Et moi, je pense qu'avant de vouloir gagner de l'argent et de savoir comment en gagner, c'est de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie d'en gagner, tu vois. Et à quel point, jusqu'où je veux aller, parce qu'il y a gagner de l'argent et gagner de l'argent. Et c'est ça. Peut-être que pour toi, gagner de l'argent, c'est gagner 10 000 € par mois. Pour un autre, ça va être 100 000, ou pour un autre, ça va être juste 3 000. Et ça lui suffira, tu vois. Comme tu disais, avec les réseaux et tout, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est biaisé par les réseaux. Quand tu vois des mecs qui se trimballent avec des Rolex à 100 000, avec une Lamborghini après derrière, et ben en fait, tu te dis, ça c'est leur but. En fait, c'est pour que les gens atteignent ce but-là. Mais moi, il m'intéresse pas ce but. C'est pour nous la stabilité financière, c'est pas avoir une Lamborghini, ça on s'en fout. C'est bien de le dire parce que pour certaines personnes, je pense que de ce qu'on est en train de dire, ça pourrait être du coup d'être millionnaire, milliardaire. Surtout pas. Mais non, tu vois, quand je te dis tout à l'heure. Du coup, c'est pour ça que c'est important, je pense, de définir cet objectif-là personnel avant même de se poser la question de il faut que je gagne de l'argent. Tu vois, pour moi, c'est vraiment important de se connaître soi-même. Et ça, c'est le dev perso. Pour moi, il arrive avant le côté business. Ouais, tu vois, on a tous fait des fois un peu à l'envers, dans le sens où on a lancé nos business avant de faire ce dev perso. Mais si j'avais un conseil à donner, maintenant, tu vois, c'est de se dire, d'abord, fais ton développement personnel, connais-toi toi-même, va vraiment sur
quels sont tes réels objectifs, tes réelles passions, tes réelles envies, qu'est-ce que tu as envie d'être plus tard, qu'est-ce que tu as envie de devenir, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants ou à ta famille ou aux gens que tu rencontres, professionnellement, qu'est-ce que tu as envie de devenir, etc. Et en fonction de tout ça, tu redécoupes les choses en te disant, ok, mon objectif c'est ça, personnel, j'aimerais, tu vois, je disais la dernière fois que je voulais être business angel, tu vois. Par exemple, business angel, il faut de l'argent. Mais pour arriver à ça, du coup, ça c'est mon objectif vraiment perso, intrinsèque à moi, qui est juste de vouloir transmettre des choses aux gens. Tu vois. Et pour y arriver, il faut que j'arrive à découper ça en objectifs financiers pour pouvoir avoir assez d'argent, effectivement, parce que je sais que moi, pour mon objectif perso, il me faut de l'argent. Mais peut-être que pour d'autres, leur objectif perso, ça va être, je sais pas, d'avoir une petite maison au bord de l'eau pour aller pêcher et pas forcément avoir de Lamborghini, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que avant chacun doit définir son besoin. C'est ça. Son objectif personnel avant de faire son objectif financier. Et le problème, c'est que tous les réseaux poussent les gens qui sont qui ont du mal à réfléchir, à se projeter, à aller directement vers le très très riche, alors qu'on s'en fout. Peut-être qu'il y en a qui veulent vraiment ça. Il y en a, ils rêvent d'avoir une Lamborghini. Et c'est très bien. Et donne-toi les moyens de l'avoir si c'est vraiment, en fait, comme tu dis, au fond de toi, quand tu penses ton objectif et pas celui que tu vois sur les réseaux, etc. Souvent parce que la vie souvent de ces gens n'est pas forcément ça, et puis elle n'est pas forcément toute rose. Et pour la gagner sa Lamborghini, il a peut-être fait des sacrifices énormes aussi que tu ne vois pas parce qu'il a juste posté cette photo-là. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas que des gens qui ont gagné au loto, qui ont de l'argent, en fait. Tu vois, on le voit, la preuve. On le voit sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Exactement. Donc il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit en mode lui il a la belle vie, etc. Et puis tout le travail qu'il y a derrière, personne ne se rend compte de la difficulté des choses. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre aussi tout le process, comme tu dis, les 3 étapes, tu vois, de comment gagner de l'argent, donc s'instruire sur ça. Comment du coup l'économiser et comment investir derrière. C'est-à-dire que du coup il y a vraiment un process de tout ça avant d'arriver à l'objectif et il faut prendre conscience de tout ça. Donc c'est pour ça, vas-y, parle sur ce sujet parce que c'est important. Et avant de continuer, c'est quoi toi ton objectif du coup? Parce qu'on a parlé du tien. Ouais, c'est bien. Moi le mien, on peut revenir dessus après. Mais moi mes objectifs, en fait tu vois par exemple quand on a lancé la formation pour moi c'était un moyen de pouvoir avoir une certaine rente, une stabilité financière qui allait pouvoir me permettre d'investir dans des projets qui me tenaient à cœur où les clients n'allaient pas forcément m'amener. Donc, typiquement, les documentaires. Tous les documentaires que j'ai faits, je les ai autofinancés moi. C'est des moments vécus qui sont incroyables. Et aujourd'hui, aucun client m'a appelé pour faire ce genre de choses. Et même en ayant fait ce genre de choses, il n'y a aucun client qui m'a dit « Oh, tiens, je t'amène pour faire un autre projet comme ça. » Donc, même en l'ayant fait, ça n'a pas convaincu d'autres. Tu vois? Donc, ça veut dire que si je ne l'avais pas fait moi-même, je n'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu. Et ce qu'on a vécu ensemble au Kenya... C'est une dinguerie. Ce qu'on a vécu avec Jérémy quand on est parti au Cameroun et Hervé aussi avec les singes, c'est une folie, tu vois. Ça, c'est des projets que j'ai autofinancés. Et moi, en fait, c'est ça mon projet. C'est de me dire que j'ai assez d'argent pour aller vivre des expériences dont je vais me souvenir toute ma vie et que je vais pouvoir transmettre à mes enfants, à ma famille et aussi aux autres, pouvoir peut-être inspirer les autres de faire ce genre de choses qui peuvent aider, tu vois. Moi, c'est ça, mon projet. Mais est-ce que c'est du coup de faire des documentaires, vivre des expériences? Ouais, mais du coup, même sans les partager sur les réseaux alors. Si, parce que là, je vais mixer mon savoir-faire de photographe, réalisateur, et à la fois, j'aime le partage que j'ai avec les gens, j'aime le fait de pouvoir inspirer les gens, de voir des gens, quand on est allé dans la tribu les Mentawai, de dire qu'il y a plein de gens maintenant qui sont allés les voir, les rencontrer et qui partagent la même philosophie que nous, qui ne sont pas allés là-bas faire du tourisme de masse ou quoi que ce soit, qui sont allés là-bas, qui me partagent les mêmes choses, qui m'envoient une photo en me disant « Tiens, regarde, on a vu le monsieur Cookie de la tribu, il nous a parlé de toi. » De me dire que le mec de la tribu se rappelle de moi et qu'il leur a parlé de moi, c'est une satisfaction énorme, tu vois. Genre ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. De voir que ce monsieur, il a encore le bracelet que je lui ai offert, des choses comme ça. Et ça, voilà, ça, c'est ce genre de choses. C'est pour ça que je veux de l'argent, pour faire ça. Si t'as pas d'argent, je peux pas y aller là-bas. Je peux pas claquer des doigts et me dire, tiens, je traverse le monde sans argent, tu vois. Je vais pas me foutre dans une pirogue et aller là-bas. C'est pas possible. Donc, dans l'idée, ton objectif, tu l'as atteint. En soi, c'est ce que tu fais actuellement. En soi, oui. Donc, tu n'as pas d'autre objectif. Donc, tu n'as pas d'autre objectif. Si, c'est de garder cette stabilité financière. Okay. Donc, pour ça, je ne l'ai pas comme ça. Donc, pour garder cette stabilité financière, c'est continuer à travailler, économiser mon argent et l'investir. Donc, si je l'économise et que je l'investis bien, si je l'investis, l'investissement me rapporte. Et donc, même si mon business, au cas où, s'écroule, mes investissements me permettront d'avoir mon argent qui me permettra de continuer toute ma vie à faire ça.
Ok. Donc, et est-ce que toi, en tête, tu as un chiffre, même si tu vas bouger de le divulguer ici, mais tu as un chiffre en tête à te dire, voilà, il me faut tant pour avoir tant de rente et du coup, pour pouvoir vivre tout ce que je veux? Je pense que si tu n'as pas, avec les voyages et tout, si tu n'as pas 10 000 euros par mois, je pense, avec les voyages, les projets que je fais, je pense que c'est dur. Parce que les projets que je fais, et même peut-être même plus, les projets que je fais coûtent vraiment beaucoup d'argent. Le Kenya, c'est 50 000 euros. Ah ouais. Tu vois Quand je parle 50 pour aller tourner, tout pour faire tout le tournage, voilà. Après le montage, vidéastes, etc. C'est le pas montage, toi machin. Seul. Si tu veux, parce que tu pourrais très bien partir aussi toi tout seul. Ah oui, mais pour partir avec une équipe. Ça serait beaucoup moins cher. Pour partir avec une équipe. Donc ça veut dire que on parle de tournage global pour créer un documentaire qui est dans les valeurs que tu as envie de transmettre. Exactement. Okay. Tu vois, le Cameroun, c'est 20 000 au moins. Au moins 20 000, tu vois. Avec, moi, je parle du montage, temps consacré après au montage à ça et pas à autre chose. Donc c'est beaucoup d'argent. Plus que 10 000 du coup. Et donc c'est pour ça que quand je te dis ça peut être beaucoup plus de 10 000 pour aller faire ce genre de choses. Si c'est après moi tout seul aller faire un reportage photo, ok, c'est beaucoup moins. Tu vois, par exemple, je vais en Inde faire des portraits à Varanasi, ok, c'est beaucoup moins. Mais après, il y a du matériel, il y a plein de choses, tu changes ton matos. Après, si tu as des marques qui t'aident, ça c'est autre chose. Mais si tu pars du principe que tu es tout seul, que tu dois tout investir toi-même, ça représente beaucoup d'argent. Mais moi, le but, c'est pas d'aller acheter des conneries, de m'acheter 12 voitures. J'en ai vraiment rien à faire. Moi, des habits qui coûtent cher, j'en ai pas. Tu vois, les seuls habits qui coûtent cher que j'ai, encore bon, j'ai eu la chance qu'on me les a offerts via. On parlera de chance, opportunité aussi. Donc, c'est pas de la chance. Et donc, les habits qu'on m'a offerts grâce à une opportunité, c'est les seuls habits qui coûtent cher, mais c'est les seuls habits que j'aurais achetés. Parce que c'est genre une veste Gore-Tex à 500 balles, mais parce que j'en ai besoin pour aller dans le grand froid ou quoi que ce soit. Tu vois. Technique. Voilà, c'est des trucs techniques. Mais j'irai jamais m'acheter un t-shirt blanc qui coûte dans le fond 1 euro. Floqué Balenciaga, ça a coûté 12 centimes pour l'acheter 200 balles. Et fait par des enfants. Voilà, ça, j'achèterai jamais de ma vie. C'est une certitude. Donc, je sais pas moi. Et du coup, est-ce que tu sais ce que c'est ton erreur, toi ? C'est le fait que tu sais pas le montant final qu'il te faut. Toi, tu sais ce qu'il te faut, par exemple, par mois, mais tu fais pas le calcul à l'envers pour savoir, enfin à l'envers ou dans un sens, pour savoir combien il te faut au final. Et en fait, c'est facile, c'est pas si facile, mais quand tu dégrossis, tu vulgarises le chiffre que tu veux, imaginons c'est 10 000 euros par mois, en fait, du coup, ça fait 120 000 euros par an, d'accord ? Et ça, en fait, quand tu l'investis que ce soit de la bourse, que ce soit l'immobilier, c'est les deux gros sujets principaux des investissements, et ben il faudrait que, par exemple, quand on fait une moyenne, ça te rapporte 5% brut. Donc, pour avoir en finalité 5% brut et avoir donc 120 000 euros, grosso modo, il faut que tu aies 2 millions d'euros de placés. Ok. Donc, imaginons tu as besoin de 10 000 euros par mois, il te faut 2 millions d'euros placés. Ok, non mais c'est intéressant. Ah bah oui. C'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à gagner 2 millions d'euros dans ta vie pour les placer. Pour les placer et après pouvoir donc avoir cette rente-là et faire ça toute ta vie dans le cas où tu ne travailles plus. C'est ça, mais sachant que je travaillerai toute ma vie parce que moi c'est ma vie aussi, donc j'aurai toujours une rentrée d'argent supplémentaire grâce à mon travail. Moi à l'époque, il y a longtemps, quand j'ai voulu commencer, que j'ai eu un déclic, je me suis dit ok, il me faut 1 million d'euros par mois pour qu'à peu près ça me rapporte 5 000 euros par mois, et 5 000 euros ça me suffit. 1 million d'euros par mois ? Non, pardon, 1 million d'euros placés pour qu'en gros ça me rapporte à quelque chose près 5% par an, et donc 60 000 l'année. Mais en vrai, du coup, 1 million placé, ça peut ne pas être incroyable. 1 million, ça fait 6%. Parce que si tu pars du principe que tu vas juste avancer peut-être des frais de notaire, etc. Tu vois, si tu arrives à constituer un bon dossier. Non, parce qu'on pourrait croire, là, comme ça, tu dis 1 million, 2 millions, c'est énorme. C'est pas si sur le papier, c'est énorme, mais en vrai, en termes d'investissement, ça peut se faire. Oui, c'est pas si énorme 1 million. D'ailleurs, je pense que le plus long, c'est d'atteindre 1 million. Et une fois que tu as compris le process. C'est le premier million qui est compliqué. Ça veut pas dire que tu peux en faire 10 avec le même process, mais c'est que tu as compris tout le cycle et qu'ensuite tu peux après l'affiner pour atteindre d'autres sommes. Parce que pour moi, c'est l'éducation financière qui est hyper importante. C'est-à-dire que dans le sens, à l'école, je pense qu'on ne nous apprend pas du tout ça. La flûte, c'est super important à l'école. Mais grave. La flûte, tu sais que j'avais 20 sur 20, moi j'étais très très fort. Ah oui, ré, si, si, do, la, si, do, ré, ré. Je la connais par cœur, celle-là. Je peux te la faire. Pas du tout. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. Genre à l'école, je trouve qu'il y a un gros problème à l'école où on ne nous apprend pas toutes les choses qu'on doit savoir dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Pour moi, j'avais lu un livre justement sur ça, un peu sur l'éducation financière, et je pense que c'est vraiment ça le premier step à avoir, c'est de comprendre l'argent, de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'en servir et qu'on soit pas asservi par l'argent, mais plutôt qu'on puisse l'utiliser à nos fins. Exactement. Et c'est ça la différence, je pense. Si on pourrait donner le petit conseil, tu vois, du premier step, c'est ça, c'est vraiment d'apprendre
à gérer l'argent. Moi, dans ma famille, on n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais petit. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu forcément cette éducation financière, tu vois. J'ai pas eu des parents riches qui plaçaient, qui avaient des entreprises, qui étaient entrepreneurs. Voilà, bah après, c'est comme ça. Aussi, hein. Non, mais voilà, non, mais tu vois, c'est dans le sens où, bon, pas forcément parti avec du coup, déjà le cuillère d'argent, mais au-delà de ça, une éducation financière où, malgré que tu n'aies pas forcément une cuillère d'argent, tu sais, des fois, des familles où ils sont quand même un peu dans le business, où ils ont des relations qui tournent autour, donc du coup, tu as toujours un petit peu le truc de bosser, etc. Moi, à 16 ans, je bossais avec mon frère à la menuiserie toutes mes vacances pour pouvoir gagner de la thune. Je faisais jardinier. C'est marrant de parler des projets un peu comme ça qu'on a fait quand on était jeune. Ah bah oui, moi je bossais mercredi après-midi, j'allais faire le jardin pour gagner 40 balles. Voilà, non mais c'est con, mais parce que en fait, j'avais pas le choix en fait. Si je voulais avoir de l'argent pour sortir et pour pouvoir profiter de la vie quand j'étais jeune, bah, c'était mon seul moyen de pouvoir le faire, tu vois. Et au final, je trouve que c'est hyper important d'être au contact de gens qui peuvent t'orienter et t'aider sur le développement et justement sur ceux qui ont appris à se servir de l'argent pour pouvoir en fait un peu s'imprégner de tout ça. Parce que clairement, si tu comprends pas l'argent, pour moi, je pense que tu pourras jamais arriver à atteindre tes objectifs financiers. Il faut des profs avec un prof qui te parle genre à chacun. Comme tu dis, en fait, chacun doit apprendre à se connaître. Exactement. Si tu apprends en général l'argent à des gens, c'est bien, mais chaque personne en fait est différente. Il y a des besoins différents, comme on vient de voir là. On a chacun un besoin différent dans nos vies. Et donc, chaque élève qu'il y a dans la classe doit être pris un par un et dire, OK, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Après, c'est dur selon l'âge, tu vois, d'avoir tout ça. Moi, ce que je te dis là, à 16, 17 ans, 18 ans, je ne pensais pas. Oui, parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours ces putains de conseils d'orientation là. Mais ils étaient nuls. Ah oui, non, mais je veux dire, à un moment donné, tu lui disais, je sais pas, j'aime bien faire des trucs à MMA. Ah, ben c'est bon, tu vas faire mécanicien, tu vas faire un BEP. Non, mais tu vois, je veux dire, le gros problème, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a un problème d'orientation sortie du collège. Parce que pour moi, je pense que c'est à partir du collège que tu commences un peu à savoir plus ou moins ce que tu peux aimer, tu vois, quand tu sors du CM2, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Mais je pense que en troisième, je pense que c'est là où tu commences un peu à avoir vu des choses. Moi, je pense que déjà de là, tu peux déjà un peu orienter les jeunes à se poser les bonnes questions. Moi, je pense que c'est ça la clé, c'est de savoir se poser les bonnes questions. Je te dis pas que tu vas avoir les réponses, mais je pense que de savoir se poser les bonnes questions, c'est de savoir un peu s'orienter et de commencer à dessiner ton chemin, tu vois. Peut-être que tu vas pas encore connaître l'objectif que tu veux parce que c'est vrai que c'est l'expérience de la vie qui t'amène à ça, mais je pense que déjà de commencer à dessiner ton chemin, qu'importe s'il est large et du coup après tu vas l'affiner petit à petit avec les expériences de ta vie pour avoir vraiment l'objectif que tu veux. Mais si à partir de la troisième, tu orientes bien les gens déjà sur juste est-ce que tu fais du général ou du professionnel, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce que combien j'en ai connu des potes à moi qui ont fait du général et qui finalement sont partis à faire mécanicien ou plombier et c'est pas un sous-métier. Et au contraire, il y en a des plombiers qui gagnent bien plus leur vie que même moi actuellement et tant mieux pour eux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-métier. Je vois mon frère, il a monté sa société du coup de menuiserie. Il gagne, enfin, tu vois, ça marche. Et je veux dire, menuisier à l'époque, c'est pas forcément. Mais il a fait compagnon du devoir, tu vois, il s'est spécialisé, il a fait un métier beaucoup plus développé. Et je trouve que c'est ça la plus-value et l'importance qu'on peut avoir. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je te dis, je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais. Non, je suis complètement d'accord. Non, mais en troisième, tu dis c'est un peu tôt. Pour moi, c'était tôt. Ça de fait prendre que ta 6 ans décision. Que je sais que non, mais parce que voilà, mais déjà. Vu que la société est faite comme ça, où tu as le lycée ou le BEP, il faut qu'en troisième, tu puisses déjà un peu te poser la question de est-ce que tu veux quelque chose de manuel ou plutôt mais après, ta vie peut changer. Moi, j'ai toujours été manuel. Et donc, par exemple, au départ, moi, je voulais être pilote de chasse quand j'étais petit. Tu vois, c'était mon truc. Après, j'ai compris que les maths et tout, c'était pas inné. Il fallait que ça soit inné, tu vois, genre les maths. Après, moi, j'ai 14 aux yeux. Ah ouais? Donc, je peux faire pilote de chasse, je crois qu'il faut 10 minimum pour faire pilote de chasse. Donc, voilà, les yeux, ça allait. Mais 10 sur 10, parce qu'il faut dire, c'est ça. Toi, t'as 14 sur 10, donc ça veut dire que t'as vraiment une mission. Mais par contre, donc là, tu vois, je vois derrière toi. Parfait. Ah, tu vas à travers. Je suis un fantôme. Je te vois tout nu, là. Tu te calmes. mais genre les maths, ça allait pas. J'apprenais, je comprenais pas. Attends, je t'en raconte une. Il y avait donc moi je prenais des cours. Donc j'ai fait un bac S. Donc forcément parce que je voulais faire derrière après je voulais être designer automobile. Okay. Donc je me suis dit il faut que je fasse un bac S obligatoirement. Et et donc à un moment je prenais des cours de maths avec Academia parce que j'arrivais pas. Tu vois, c'était trop dur. Et un jour, on prépare donc un examen. J'arrive à l'examen, surhomme. Vraiment un surhomme. Je vois le truc, je fais
tout clignoté. Je dis, c'est bon, je sais tout. Incroyable. Genre, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Tac, tac, tac. Tous les gars à côté de moi, j'étais là. J'ai dit, ouais, t'inquiète, je gère. Il faut faire ça. Je balançais tous les trucs à tout le monde. J'ai eu 2. Mais non. Ouais. Et tu avais révisé ça ou non? J'ai niqué tout le monde. Oh putain. Donc là, j'ai vraiment compris que voilà, les maths, pour moi, c'était pas mon truc. La physique, j'adorais ça. Parce que, en fait, la physique, j'adorais parce que ça me permettait de comprendre, en fait, ce qui m'entourait. Ouais. Les maths, un peu moins. On a toujours cet exemple de c'est quand qu'on a utilisé le théorème de Pythagore dans notre vie? Jamais. Sauf si tu en as vraiment besoin dans ton métier. Alors que la physique, même si tu n'en as peut-être pas besoin dans ton métier, ça t'explique plein de choses que tu vis autour de toi. Tu vois, c'est cool. Par exemple, moi, j'apprenais avec mon prof d'académia. Par exemple, quand on avait un petit chauffage par terre, et d'un coup, il a monté le chauffage sur une estrade, il s'est arrêté le chauffage. Et en fait, il m'a dit parce que la chaleur monte, alors il a eu trop chaud et donc il s'est mis en thermostat, tu vois. Enfin, genre, il s'est mis en... La résistance s'est arrêtée, je sais pas quoi. Ouais. En fait, j'ai compris pourquoi le truc s'est arrêté. Parce que physiquement, la chaleur monte, tu vois. Et alors, c'est intéressant. Tu vois, et en fait, ça m'expliquait plein de trucs comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'étais fasciné par la physique. Mais donc après, voilà, moi, tout ça... Moi, c'est pour ça que t'as pas fait maths, quoi. C'est pour ça que t'as fait de la photo, du coup. C'est pour ça. Tout ça pour dire qu'après, j'ai fait une école de commerce et que même le commerce, après, bon, en fait, ça sert dans le business en général. Ouais. Mais qu'au milieu, il y avait la photo, il y avait tout. Est-ce que tu penses que, du coup, l'école de commerce que t'as faite, elle t'a permis à savoir gérer ton business? Est-ce que, du coup, t'as appris, tu penses, les fondamentaux des finances en règle générale, enfin, de l'argent? Ou est-ce que finalement, c'est par tes expériences perso que tu as réussi à... Parce que, bon, on peut dire quand même que tu réussis, dans le sens où la formation, ça marche depuis bien sûr. 3-4 ans. Donc, du coup, voilà. Non, pour moi, je suis en réussite dans ce que je ressens. Non, mais voilà, donc du coup, est-ce que c'est grâce à ton bagage technique de l'école de commerce, ou est-ce que c'est grâce aux gens qui t'entourent et qui t'ont aidé à monter le projet, ou est-ce que c'est grâce à tout ce que tu as fait à côté toi-même en te formant, ou je sais pas, en lisant, ou je pense que honnêtement, je pense que c'est un mix de tout. Okay. L'école de commerce, alors moi j'ai fait une licence en finance, donc pendant 3 ans c'était un programme management financier, donc à Catch Business School, anciennement Euromed quand j'y étais. Ouais. Et après, donc j'ai dérivé de ça et j'ai fait une licence, un master en sport event. Donc pour retracer un peu le truc. Après, à l'école, je voulais faire donc designer automobile. J'ai compris que c'était pas possible. Enfin, c'était trop compliqué. Et en fait, tu vois, la grosse erreur, maintenant quand j'y pense, c'est qu'on m'a dit, tu verras, si tu veux faire designer automobile, tu vas commencer, ça va être chiant, tu vas dessiner que des rétroviseurs, des machins et tout. Et donc, en fait, ça m'a démoralisé. Mais en fait, tu pars toujours de zéro. J'arrive pas en créant la nouvelle Ferrari, tu vois. Et donc, les gens, au départ, m'ont mis ça dans la tête en me disant, tu verras, tu vas commencer un peu comme une merde, tu vois. Mais on commence tous en bas, même en photo. Ma première photo, elle est pourrie. Tu vois, avant d'aller faire photographier les animaux dans la savane ou d'en vendre et d'en faire son business, bah mon premier portrait de quelqu'un, il était pourri, il était cramé, il était l'horizon tordu. C'est réel. Donc oui, mon premier truc, ça allait être peut-être un rétro ou même une vis pour un moteur. Mais en fait, ça m'a démoralisé. Et donc, je ne l'ai pas fait. On pourra parler des croyances limitantes, je pense. Ouais. Mais c'est fou. Ouais. C'est fou, tu vois. Donc, en fait, parce que les gens m'ont mis ça dans la tête à ce moment-là et que j'avais pas assez de motivation en moi, la capacité de m'auto-motiver, j'ai cru en ce qu'on m'a dit en me disant non, ne fais pas ça parce que tu vas commencer en bas. Mais en fait, tout ce que j'ai fait après, je l'ai commencé en bas aussi. Tu vois, donc après, je fais un programme management financier parce que je voulais faire de la gestion de patrimoine, un peu parce que mon cousin fait de la gestion de patrimoine. Je me suis dit, ça me plaît. Je savais même pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. Donc, je me suis lancé là-dedans. Tu n'as pas déterminer ton objectif en amont, donc du coup tu étais un peu perdu dans tout ça. Exactement, je me suis lancé dans un truc, tu sais quoi, je lui ai jamais posé la question, c'est quoi ton métier, dis-moi un peu ce que tu fais. On m'a juste dit, ma mère m'a juste dit, ton cousin fait de la gestion de patrimoine, il gagne bien sa vie. D'ailleurs, petite astuce pour des gens qui veulent découvrir de nouveaux métiers, ce qui est important, c'est de passer une journée ou 2 avec une personne qui fait ce métier-là. Parce que pour moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de voir le quotidien de la personne et de dire, ok, ça peut me plaire ou non. Et c'est d'aller en parler, c'est de rencontrer plein de gens qui font ce métier-là. Et si possible, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont ouverts à ça, même des gens que vous ne connaissez pas, de simplement leur demander, est-ce que je pourrais passer une journée avec toi pour voir ce que c'est que le métier. Clairement. Et je pense que c'est un petit conseil, mais vas-y, continue. Non, mais clairement. Et donc, tu vois, quand on me dit, voilà, ton cousin, il fait ça, il se régale, moi, j'adore mon cousin, et il me dit, voilà, moi je gagne bien ma vie et tout, je voyais rouler dans une belle voiture, tu vois, côté visuel, côté apparence, machin, alors après chacun fait ce qu'il veut. Et donc je lui dis, ça peut être un beau métier et tout, puis après gérer le patrimoine des gens, c'est intéressant dans le fond. Mais quand je te dis que je me suis lancé dans ce programme sans jamais aller sur Google taper la définition qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine, je l'avais jamais fait.
Et je sais même peut-être pas, dans le fond, je n'ai jamais lu la définition d'un gestionnaire de patrimoine. Tu vois ? Donc, je me tape 3 ans de finance à faire des chiffres, des bilans, de la compta et des trucs, alors que je déteste ça. Vraiment. Aujourd'hui, si je le dis tout le temps, cet exemple, si j'ai une facture d'1 milliard d'euros à faire, c'est possible que je la fasse traîner, que je la fasse demain ou après-demain. Parce que ça me dégoûte de faire ça. Je suis artiste. Pour moi, je suis un artiste. Et un artiste, il y a des genres de choses qu'il déteste faire. Moi, la paperasse et tout, je déteste ça. Donc, pourquoi je me lance dans 3 ans de finance à faire des bilans, des comptes de résultats ? Aujourd'hui, je savais le faire parce que j'ai dû l'apprendre pour valider ma licence, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas la différence entre un bilan et un compte de résultats. Tellement ça ne m'intéresse pas, tellement c'est pas ma vision des choses et qu'aujourd'hui, je vais payer un comptable pour faire ça, c'est son métier et lui aime son métier et heureusement qu'il aime son métier. Je vais payer quelqu'un pour faire cette prestation-là parce que moi, c'est pas possible. Tu vois, donc je me lance dans ça sans savoir ce que je fais. En plein milieu, là, je pense que je vais vous raconter 2-3 anecdotes, ça va être rigolo. Je me lance, je dois faire un stage en entreprise. Je trouve un stage en entreprise à la CIC à la Canebière à Marseille. Ouais, la Canebière à Marseille, c'est un autre monde. C'est un monde parallèle. J'ai déjà travaillé là-bas. C'est un monde parallèle complet. Tu arrives, c'est un autre monde, tout simplement. Il y a des trucs que tu comprends pas. Donc bon, je travaille à la CIC, donc pendant un stage de 6 mois à la banque pour faire de la gestion de patrimoine. J'ai fait 0 jour de gestion de patrimoine. J'étais au guichet. L'enfer. Donc rien de... Il n'y a pas de sous-métier encore une fois. Non, mais bon, pour les gens au guichet. Honnêtement, mais mon but... 3 ans de finance, c'était l'école à Kedge, c'était pas pour aller au guichet. Bref, c'est comme ça, c'est une expérience, c'est de la vie et tout. Qu'au guichet, ce que je faisais, c'est que je renseignais les gens, je commandais leur carte bleue, leur chéquier, et c'est tout ce que je faisais. Il n'y a même pas d'argent, il n'y a pas de liquide dans les banques, c'est fini. Et là, à la Canebière, t'as des gens qui rentrent et qui te font vivre des expériences particulières. Ouais, je pense qu'on va prendre... pas rencontré encore ça. Non, on va prendre le temps, mais il y en a plusieurs et ça va intéresser les gens. Okay. À l'époque, il n'y avait pas... Moi, je sais pas s'il y avait Instagram. Non, il n'y avait pas Instagram, je crois pas. Et donc, on était tous sur Facebook et j'avais créé sur Facebook le... Donc, tous les jours, pratiquement, je racontais ce qui se passait à la banque. Je pense que ça peut se retrouver sur ma page Facebook. C'est blague. Ouais. Non, c'est réel. Et donc, j'ai essayé de me rappeler de quelques exemples. Il y en avait une qui venait tous les lundis, qui nous disait « Bonjour, est-ce que je peux parler à mon conseiller sur ma vie ?» Qu'elle est venue pendant 6 mois me demander « Est-ce que je peux parler à mon conseiller le lundi ?» Et on lui dit « Tous les lundis, votre conseiller ne travaille pas le lundi. » Mais la banque est ouverte lundi ? Oui, nous, c'était ouvert. Ok. Ah, c'est ce que j'allais dire, ça. Ah ouais. Et elle venait tous les lundis. Tous les lundis, nous demandait « Est-ce que je peux voir mon conseiller ?» On lui disait « Votre conseiller ne travaille pas le lundi. » On voyait qu'ils étaient... Voilà, c'était trop compliqué. Et en fait, il y avait un petit... sur le guichet, donc on était assez séparés. On avait chacun un ordinateur. Il y avait un petit logiciel où tu tapais une phrase et tu choisissais la voix. Tu avais genre 2-3 personnages, hommes ou femmes, qui redisaient ce que tu avais écrit, tu vois. Au début de l'IA, quoi. Ouais, c'était une connerie, tu vois. Et ben, moi, j'écrivais à côté. Donc là, tu avais le guichet, donc il y avait mon pote là, tu avais les deux en face. Moi, j'écrivais à gauche, là-bas, et lui faisait... Avec la bouche, il faisait genre, il parlait, et c'était la voix qui parlait. Gros, c'est incroyable. C'est réel ce que je te dis. C'était fou. Et ils y croyaient. Tu vois ? Alors, je disais pas trop de conneries, je disais des trucs bien, tu vois, genre je répondais à leurs questions, mais genre comme ça. Et ils y croyaient, ils entendaient, il y avait un petit mégaphone, là, enfin, un écouteur, là, je sais pas quoi, et ils écoutaient comme ça, c'était infernal. Et genre, après, t'en avais un, juste en face du guichet, il y avait un distributeur à l'intérieur. Il essaie de retirer, il n'y arrive pas. Il revient nous voir, il me dit « Je comprends pas, la carte bleue, elle marche pas. » Pourtant, tu vois, de loin, on voit que la carte, elle est bleue. Je dis « Montrez-moi la carte, monsieur, montrez-moi la carte. » Prends la carte, c'était la carte de visite de son conseiller. Elle était bleue, en papier, en carton. Il y avait le nom du conseiller dessus. Tu dis « Monsieur, c'est pas la carte. » Alors, là, le truc, c'est qu'il faut rester pro. Ah bah oui, Tu peux pas lui dire « Oh, tu es vrai. » Tu peux pas lui dire. Donc, tu dois rester pro, monsieur. Non, c'est la carte de votre conseiller. Est-ce que vous avez votre carte bleue ? Montrez-moi votre portefeuille, machin. Hop, et tu lui fais. Donc, tu avais déjà ça. Pareil. Alors là, il avait la bonne carte. Il trouvait pas le trou pour mettre la carte. Il essayait de le mettre là où il y a le ticket. Ouais, enfin, c'est quand même pas trop compliqué, tu vois, de trouver où est le trou pour mettre la carte. Ouais, non, mais bon. Il y en avait un, il savait pas où était le clavier. Le clavier, sur ma vie, c'est un 4x3 au milieu, devant, là. Il dit, où c'est qu'il faut taper le montant ? Bah, je sais pas, sur le putain de clavier que t'as devant toi, par exemple. Tu vois ? Tu vois, mais tous les jours, il y avait des trucs comme ça. Et l'autre, il voulait retirer. Oh.
Il trouvait pas le trou. Tu sais ce qu'il a fait? Sur le côté donc face au distributeur, à droite, tu avais une petite boîte transparente où en fait dedans, il y a normalement, mais là elle était vide, il n'y en avait plus, il y avait les enveloppes, les remises de chèques. Ah oui. Donc il y a une petite fente, tu vois. Il prend sa carte bleue, il l'a mis dedans et ça fait ting, elle tombe au fond, donc tu la vois la carte bleue dans le bac transparent et il tourne, donc il retourne, il regarde comme ça la carte qui tombe, ting, et il retourne sa tête vers l'écran, et il attend. Nous, on est derrière. Comment tu veux qu'on pleure pas de rire? Oh l'enfer. Gros, c'est incroyable. Oh putain. C'est incroyable. Et là, tu es obligé d'y aller. Tu ouvres la petite boîte, monsieur. C'est là qu'il faut mettre la carte et tout. Il y a une femme, elle vient. On vendait des forfaits énergie mobile. Elle me dit, je comprends pas, forfait 800 € là, de hors forfait. Comment ça se fait et tout? Je dis, madame, vous téléphonez où? Je téléphone au bled, machin et tout. Je dis, ok, mais madame, vous avez un forfait d'1 heure. Combien de temps vous téléphonez? 1 heure. Mais 1 heure une heure toutes les heures. Je dis, mais madame, c'est... Là, tu vois, tu commençais à poser des questions. Madame, c'est 1 heure par mois. Hein. Ah, c'est pas par jour? Oh putain. Ouais. Tu vois, il y avait des trucs. 1 heure par mois, tu imagines à l'époque quand même, t'avais des forfaits 1 heure par mois. T'as un mec, il est rentré avec un flingue dans la banque pour flinguer il voulait flinguer le directeur. Vraiment, c'est tout foutu sous le truc et tout. Genre, ça, c'était chaud. Et là, à la fin, alors, vis-à-vis de tout ce que je vivais, vraiment, déjà, je comprenais que c'était pas un métier pour moi. Tu vois, même, il y a eu un jour où il y avait la possibilité de faire une réunion de gestion de patrimoine. Le directeur, il m'aimait pas du tout, je sais pas pourquoi. Il m'a dit non, on n'a pas assez de monde aujourd'hui au guichet, vous restez au guichet. Donc, tu vois, j'ai même pas fait la journée gestion de patrimoine, il y avait 15 jours, j'ai même pas fait. Et tout ce que je vivais, tu vois, comme je te dis, les clients, tu peux rien leur dire, tu prends donc sur toi, tu vois. Et il y a un jour, chez moi, je me rappelle, donc j'étais chez ma mère, et j'étais à la salle de bain, et je fais tomber un tube de crème par terre. Oh, ça me monte, ça me met le démon de me dire, j'ai fait tomber le tube de crème, il faut que je le ramasse. Mais je te jure, j'étais à bout à ce point-là. Je le remets sur la table, et j'avais ma ceinture qui était ouverte. Je tourne un peu, d'un coup, le bout de ma ceinture, il refait tomber le tube de crème. Oh, je l'éclate contre le mur, le tube de crème. Direct, je dis, putain, c'est bon et tout. Et là, je me suis dit, non, mais attends, tu peux pas t'énerver pour ça, quoi. Et en fait, je prenais conscience que c'est tout ce que... Ça faisait 5 mois que je prenais sur moi là-bas. Et donc, j'ai appelé l'école, j'ai dit dérogation, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter le stage, je vais péter un plomb. Genre, je leur racontais un peu les trucs. Même l'école, ils voyaient ce que je faisais sur Facebook, ils pleuraient de rire. Tu vois, genre, ils me disaient, mais c'est pas possible. Après, ouais, j'ai surtout dit, même vis-à-vis de ce que je vis, c'est bien, mais en fait, j'ai aucune expérience. Tu vois. Et la dernière expérience que j'ai eue, qui était incroyable, sûrement la meilleure, mec, il arrive, bonjour, je viens chercher mon chéquier et tout, savoir si vous l'avez reçu. Je regarde sur l'écran, tac, tac. Non, je l'ai pas. Vous l'avez bien commandé? Il me dit oui, je l'ai commandé, j'ai mis le papier dans la boîte aux lettres pour le commander. C'est bizarre, tous les matins, on ouvre la boîte aux lettres, on prend les papiers et on commande des chèques, tu vois. Là, j'arrive à 5 mois de stage, je les connais tous. Je dis, montrez-moi la boîte aux lettres. Montrez-moi quelle boîte aux lettres, quand même. Donc, je sors, je vais avec lui. Donc, on passe devant la boîte aux lettres, personne ne s'arrête. Je dis, bon, déjà, c'est pas la bonne boîte aux lettres. Mais non. Il dit, voilà. Ah ben c'est très bien, monsieur, c'est une poubelle. Voilà, tu les vois, les poubelles noires qu'il y a, les gros poubelles. Non, mais tu peux pas la mettre là-dedans. Tu le sais que c'est une poubelle. Tu vois, et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Donc là, après, là, j'ai appelé l'école. Terminé. Ouais, je peux plus. Mais donc, du coup, c'est pas cette expérience-là qui t'a amené à être bon en gestion d'argent, du coup. Du coup, pour revenir à ça, du coup, je vais raconter beaucoup de choses. Mais non. Et non, après, je pense qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins, dans un sens, innés dans certaines personnes, dans une façon dans une réflexion. Je pense. Après, tu peux toujours apprendre. Tu vois, il y a des choses qui sont innées. Pour moi, l'art, apprendre à savoir dessiner, tu sais plus ou moins déjà dessiner, et puis tu sais mieux dessiner après. Si tu dessines vraiment comme un gland, c'est dur de faire un super beau portrait. C'est pas parce que c'est plus dur que tu n'y arriveras jamais. Non, mais je pense qu'il y a certaines choses, par exemple, même dans l'art, il y a des réflexions, il y a des choses que, à mon avis, certaines personnes ne pourront jamais avoir. Par exemple, moi, la logique des mathématiques, je l'aurai jamais. Je pourrais apprendre des choses, pour apprendre par cœur des formules, réussir à faire certaines choses, mais je ne serais pas capable demain de devenir Einstein. C'est Einstein, il n'y en a qu'un, tu vois ce que je veux dire, c'est inné. Des mecs comme ça, on parlait dans un autre podcast de Alan Turing, quand il fait la machine Enigma, machin et tout, on n'est pas capable de le faire. Tu vois, il y a un moment, il y a des choses, c'est comme ça. Et du coup, est-ce que c'est pas, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, ça qui est hyper important, de se connaître soi-même, pour justement connaître ses forces. Exactement. Et s'axer aussi, du coup, sur ses forces. Parce que toi, du coup, c'était quoi comment t'as décelé que t'avais d'autres forces? Enfin,
ton art, qui est du coup la photo, la vidéo, comment tu as su que c'était ça ton truc? Ça faisait déjà des années. Moi, j'ai commencé vers 15 ans. Quand j'ai commencé à faire du VTT, c'était pour les 50 ans de mon père, lui a acheté une caméra. Regarde. Putain, ouais. Et même là, comme ça, ceux qui nous voient sur YouTube pourront voir la caméra. Mais elle est là. Ça, c'est la caméra qu'on a achetée pour les 50 ans de mon père. Tu vois, il y a plein d'autocollants avec les marques de BMX et tout. Tu vois, là, tu mets la cassette en dessous. Tu vois. Donc, c'était vraiment un caméscope. Là, on avait vissé un fisheye et tout. Et donc, avec cette caméra-là, j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Et donc, je piquais ma caméra à mon père et on se filmait avec nos potes en VTT. Et de la passion du vélo, j'ai trouvé une nouvelle passion de l'image. Mais au début, à aucun moment, je me suis dit que ça allait être mon métier. C'était juste cool de pouvoir filmer entre nous. Et après, ce qu'on faisait, c'est que par exemple, je ne savais même pas qu'il y avait des logiciels de montage, moi. Donc, j'avais un dictaphone à côté sur lequel j'enregistrais des musiques, des vidéos de vélo déjà, où il y avait les sons des roues du vélo de l'autre mec et tout, j'en ai rien à foutre. Et donc, j'enregistrais pendant, je sais pas, 5 minutes une musique. Et donc, je filmais. Et comme il enregistre le son, je mettais mon dictaphone à côté et je mettais play sur le dictaphone en même temps, play sur la caméra. Ça m'enregistrait le son de la musique du dictaphone dans ma cassette. Et comme ça, j'avais le son monté sur mon image. Ouais. Et après, il fallait que je mette pause sur les deux en même temps et replay pour une autre image. En fait, je faisais mon montage en direct entre la caméra et le dictaphone. Ouais, mais ça veut pas dire que du coup, t'avais une compétence innée. Ça, c'est juste une passion. T'as aimé ce que tu faisais, etc. Mais du coup, à quel moment t'as vu la différence entre juste j'aime faire ça et c'est un talent? Et bien, au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que ça me plaisait. J'avais envie de développer le fait de faire de plus belles images. Donc, je m'intéressais à ce qui se faisait aussi, tu vois. Et après, dans le monde du sport extrême, on a été très peu à créer, on va dire, des premières belles images. C'est-à-dire qu'au début du sport extrême, tout le monde filmait en grand angle. Fisheye, ultra grand angle. Le but était aussi d'accentuer le fait que la personne allait très haut, machin et tout. C'était vraiment le côté grandiose. Donc, c'était top de filmer comme ça. Et dès que les DSLR sont sortis, les premiers réflexes et tout, on a eu la capacité de pouvoir mettre en fait dessus comment ça s'appelle ? Des objectifs photo. Et donc, le fait de pouvoir mettre des objectifs photo te permettait d'avoir une autre qualité d'image. Et donc, une autre qualité d'image veut dire plus d'esthétique, et donc ce flou net, cette profondeur de champ. Et donc, vraiment, en BMX, on était, mais même pas 10 au départ, à faire des images avec des 50 mm et des trucs comme ça. Et on a eu des grosses critiques. Vraiment, au départ, tout le monde disait, mais qu'est-ce que vous foutez avec vos petits plans sur les mains, sur les yeux, sur le vélo, tout flou, machin et tout. Arrêtez, filmer au grand angle et tout, ça, on s'en fout, machin. Et franchement, voilà. Donc moi, je me suis dit, non, ça c'est vraiment ce que j'aime. On a continué, et tu regardes aujourd'hui, tout le monde fait ça. Ouais. Tu vois ? C'était précurseur. Vraiment, vraiment, mais réellement, on était des précurseurs là, dans le monde du vélo. Donc, il y avait plein d'autres domaines où ils le faisaient. Et par exemple, tu vois, on a pris un truc du monde du skate, ou dans le skateboard, ils faisaient des travelling. Ils utilisaient des mecs avec des caméras, se mettaient sur des skateboards et suivaient des gars en skateboard. Et donc, nous, dans le BMX, on ne l'avait pas, ça. Et donc, une des premières vidéos, c'est la Low-Tech Vancouver, je me rappellerai toujours, en BMX, où les gars ont décidé de se mettre avec une caméra sur un skate et suivre, en fait, des mecs en vélo. Et donc, de là aussi, nous, on s'est dit, tiens, on va reprendre ça. Et en fait, tu utilises un peu, tu t'inspires de tout le monde pour faire des trucs. Donc, les mecs qui filmaient avec des 50 mm, il y avait plein d'autres domaines où ils le faisaient. Moi, je te parle dans le monde du BMX, on était vraiment les premiers à faire ça. Donc, ça veut dire que dans les business, il faut penser à une chose, c'est l'élément différenciant. Ouais, clairement. Non, parce que c'est important de le dire. Et ça, dans n'importe quel business, du coup, comme tu dis, il faut toujours essayer de nouvelles choses et se différencier de ce qui existe déjà sur le marché. C'est pour n'importe quel business. Et toi, du coup, dans la photo et dans la vidéo, du coup, tu as essayé de te différencier en faisant, du coup, autre chose que ce qui se faisait actuellement. Exactement. Et c'est peut-être ça, du coup, qui a fait que tu t'es démarqué, que tu t'es fait connaître, tu as eu un peu plus de reconnaissance. Non Sûrement, oui, bien sûr. Mais en fait, il y avait plein de... Moi, je vois, il y a un rider, Mark Webb, qui est devenu un des super amis à moi, qui lui avait toujours l'habitude d'être filmé avec des mecs avec du grand angle et tout. Moi, quand je l'ai filmé pour la première fois, j'ai amené ce genre de filming un peu. Je le filmais au zoom. Il me dit, mais putain, j'adore le zoom et tout. Il n'y a que toi qui me filmes avec ça. J'adore ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a continué à bosser ensemble et tout. Et donc, les gens ont une autre vision de son riding de ce mec-là, qui en plus faisait beaucoup de figures très techniques. Donc, pas forcément hautes, il faisait des techniques très hautes ou des figures très hautes où on avait filmé au grand angle peut-être, mais d'autres figures très techniques, on avait filmé avec du zoom. Et donc là, en fait, ça changeait tout. Les gens avaient toujours l'habitude de voir les figures techniques au grand angle. Et donc là, j'étais plus loin, plus de recul, et en fait,
tu as une autre vision. Le vélo est moins compressé, en fait, tu vois. Et en fait, esthétiquement, c'était beaucoup plus intéressant. Le rythme était différent dans les vidéos puisque ça changeait. Tu avais plan serré, large, long, machin et tout. Et c'était plus intéressant. Ok. Donc c'est ça qui t'a différencié alors. Exactement. Et au fur et à mesure, ça m'a plu. Moi, il y a un rider et filmeur qui m'a inspiré. C'était mon pote Mike King, un Anglais, qui lui a commencé avant moi à faire ce genre de choses. Et on s'est vus ensemble. Moi, je suis parti chez lui en Angleterre. J'ai commencé à filmer avec lui. Il m'a appris plein de trucs. C'est lui qui m'a fait acheter mon premier 50 mm. Tu vois, donc on s'inspire de d'autres personnes. Je dis pas j'ai rien inventé. Mais en s'inspirant d'autres personnes, tu vois. Je me rappelle la première vidéo quand le 5D Mark II est sorti, c'était donc le premier DSLR qui permettait de filmer et mettre des objectifs photo dessus. Il y avait une vidéo de BMX où les mecs avaient filmé avec un 50 mm. C'est la première vidéo que tout le monde a vue. On s'est dit, waouh, c'est incroyable. Il y a de la profondeur de champ. On découvre la profondeur de champ avec un appareil qui est plus ou moins abordable, tu vois, dans un sens. On peut faire un point technique parce que peut-être qu'il y en a certains qui ne vont pas comprendre. DSLR, c'est quoi ? DSLR, c'est une caméra, c'est les réflexes en gros. C'est une caméra réflexe que tout le monde, que tout le monde ont. En gros, voilà. Maintenant, il y a les hybrides, il y a plein de choses. Mais avant, voilà, c'était le 5D Mark II. C'était une révolution pour tout le monde, pour toutes les marques après. C'est pour ça que toutes les marques se sont lancées dans la création de ça. Tu vois. Et là, on filmait en 720p. Hein. Mais c'était incroyable. C'était, quand tu avais une caméra à 720p, 60 images secondes, déjà, c'était solide. Et ça, c'était quoi du coup? Je sais pas. À l'époque. Je sais même pas ce que c'était ça. Je sais même pas ce que c'était. Mais ouais. Et toi, c'était quoi ton déclic pour devenir entrepreneur? Pour l'entrepreneuriat? Ouais. C'est rigolo parce que du coup, on est tous les trois entrepreneurs, mais c'est vrai qu'on se rend plus compte maintenant qu'il y a vraiment une différence de mentalité et de mindset quand on est salarié et entrepreneur. Et moi, je me rappelle très bien, du coup, au début, c'est une amie à moi qui avait lancé du coup, l'application mobile sur le thème du voyage qu'on est en train de relancer. En fait, on l'avait déjà créé, elle l'avait déjà créé, elle, à l'époque. Et là, on va vraiment la relancer ensemble. Et à cette époque-là, c'est fou, hein, parce que moi, j'étais salarié. Ouais. Depuis 4 ans, je faisais commercial, donc j'étais bien dans ma vie, j'avais mon salaire qui était plutôt confortable, etc. Je bougeais beaucoup. Et elle était 100% entrepreneuse. Et elle a essayé de me faire basculer, tu vois, du côté obscur de l'entrepreneuriat, et je voulais pas. J'étais vraiment contre. Je me disais, mais c'est fou, mais j'ai jamais de la vie, j'ai ma stabilité, qu'est-ce que je vais devenir, je vais quand même pas être au chômage, demain, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire, enfin, tu vois, j'étais vraiment, mais à l'opposé de ce que je fais actuellement, tu vois, genre vraiment. Et je pense que c'est elle qui a un peu mis la graine, tu vois, de dire, viens voir ce que c'est l'entrepreneuriat parce que c'est intéressant. Du coup, c'est vrai que bon, je l'aidais un peu, j'étais un peu dans le truc, tu vois, de faire la vie extérieure au projet, parce qu'elle était à 100% dans le truc, donc tu sais, quand tu es à 100% dans ton projet, c'est très compliqué de prendre du recul, et c'est pour ça que c'est toujours important et intéressant de discuter avec d'autres personnes qui peuvent te faire prendre du coup du recul par rapport à ton projet. Ça, c'est une des clés, je pense, c'est d'arrêter d'avoir que des œillères sur son projet, et de s'ouvrir à tout ce qu'on a. Et ça, c'est vraiment un point important, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et c'est elle, je pense, qui a commencé un peu à faire ce déclic-là. Et après, le premier vrai business et le premier vrai... C'est pas du coup un déclic, mais la passation, finalement, entre le salariat à l'entrepreneuriat, c'est un client que j'avais, du coup... dans mon ancien taf, qui m'a proposé de lancer une négoce de matériaux, du coup, avec lui. Et je pense qu'en fait, j'en avais tellement marre de mon ancien boulot. Je pense que le Covid, ça nous a tous impactés. Et c'est ça qui m'a fait un peu me remettre en question sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je veux aller, me connaître, me pousser un peu plus du coup dans mes retranchements, à savoir vraiment est-ce que j'avais envie de faire ça toute ma vie. Et la réponse était non. Et du coup, pour atteindre tous mes objectifs, pour aller là où je voulais aller, le seul moyen, c'était de devenir entrepreneur. Donc il n'y a pas si longtemps au final? Ah non, c'était il y a 3-4 ans. Ok. Ah oui. Et donc tu as ouvert ça avec ton associé? C'est ça. Et après, à côté de ça, du coup, j'ai d'autres missions. J'ai créé aussi une société de conseil où je fais la photo, la vidéo pour les hôtels et les restaurants. Du coup, là, je suis sur d'autres projets à côté, du coup, qui vont certainement voir le jour, qui sont, du coup, l'application mobile, on va la relancer. Je vais créer mon site internet. Je suis en train de voir avec des potes pour ouvrir un complexe de paddle. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Paddle ou paddle? Paddle raquette. C'est sur la raquette. C'est ça, la raquette. Ça, j'aimerais bien monter
mes modes de fringues. Essaye de me convaincre, les gars. Mais voilà, en gros, voilà, j'ai plein de sujets sur lesquels voilà, moi, la vraie chose que j'ai comprise, c'est que j'aime créer des business. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais très peu confiance en moi dans le passé, c'était très compliqué sur mon moi. Et souvent, je me disais, je m'auto-flagellais en me disant, t'as jamais rien créé par toi-même, t'es pas capable d'être un entrepreneur phare, tu vois, ou de créer une start-up à 1 million, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je pense que c'est pas mon but d'être l'entrepreneur principal. Je pense que mon but et ce que j'aime faire, c'est aider les autres à créer leur business. Et en fait, longtemps, j'ai cru que c'était mal de faire ça. Mais en fait, je m'en fous. C'est ce qui te correspond. C'est ce qui me correspond, c'est ce que j'aime vraiment faire. Et c'est je pourrais parler pendant des heures de ça avec toutes les personnes que je rencontre. Bon, beaucoup de potes à moi qui subissent ça, mais, parce que j'adore ça, mais je les pousse, tu vois, à entreprendre. C'est ça que tu fais le mentorat et tout. C'est ça, exactement, parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse profondément, tu vois. Et c'est pas mon but de créer une seule boîte que je vais monter au million ou au milliard en licorne, tu vois. C'est pas ça qui me fait vibrer, quoi, tu vois. Ce qui me fait vibrer, c'est d'aider toutes les personnes que je rencontre. Tu veux vivre plein d'expériences. Exactement. C'est pour ça que, comme moi je disais tout à l'heure, dans le documentaire, c'est vivre plein d'expériences. Et pas aussi, faire un seul film. Tu vois, par exemple, tu as travaillé toute ta vie pour sortir un film de dingue. Bah, toi, pareil, tu travailles toute ta vie pour faire une boîte de dingue. Ça m'intéresse pas. Tu veux plein d'expériences. On a le même profil. Le même profil, c'est exactement ce que j'allais dire. Nico, c'est le même. Toi aussi, c'est pareil ? Ouais, je suis pareil. Donc, moi, par exemple, je suis mieux en numéro 2. Ouais. C'est un numéro 2 de folie. Ouais. Voilà. Mais en numéro 1, j'ai pas les tripes pour. C'est pas. Ouais, mais c'est pas grave en vrai. C'est juste pas. J'ai essayé. Moi, à la base, c'était quoi ? Donc, j'ai fait un BTS dans le social. Non, d'abord un bac pro logistique. Ok. Parce que je savais pas quoi faire. Que mon père il m'a dit écoute, passe au moins un bac, mais quitte à t'arrêter au bac et au moins de quoi avoir du travail. Bac logistique. J'ai enchaîné. Après, je dis quand même, je vais faire un petit BTS dans le social. Bon, voilà, dans le social, c'est du social, un peu comme tu as fait à la banque. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, je savais pas quoi faire de ma vie encore. Donc, j'ai fait des missions d'intérim jusqu'à atterrir à la Société des Eaux de Marseille. Et j'ai fait. Il y a quoi comme mission d'intérim ? Raconte un peu, t'as pas des trucs J'ai pas d'anecdote, mais j'ai fait des missions d'intérim dans 3-4 boîtes, mais non, j'ai pas d'anecdote particulière. Mais ça me bottait pas, quoi. Donc, après, je me suis retrouvé à la Société des Eaux de Marseille, j'ai signé mon CDI au bout de 2 ans de mission d'intérim. Et une fois que j'ai eu ma stabilité, cette fameuse stabilité, je me suis dit, bon, c'est pas ça que je veux en fait. En fait, je cherchais la stabilité vraiment. Genre, j'étais en mode intérim, mais je me suis dit, non, mais je veux ma stabilité, je veux ma stabilité. Et quand je l'ai eu, en fait, je voyais beaucoup de gens qui se gâchaient. Donc, pas tous, hein. Je suis pas en train de dénigrer les employés de la Société des Eaux de Marseille, pas du tout. Mais j'en voyais quand même pas mal qui se gâchaient dans le sens où ils n'étaient pas à leur place. Et ils passaient le temps à jouer à Candy Crush. C'est véridique. Enfin, c'est important de passer les niveaux chez Candy. Ah, très important. Ouais. Non, mais il y en a qui ont sacré. T'es level 150 toi, du coup ? Non, j'ai jamais joué, moi. Je voulais pas entrer dans cette spirale infernale à commencer à jouer et en fait que tu es au travail, tu joues et tu perds du coup ton temps. Tu mets pas profit sur quelque chose. Et du jour où j'ai signé mon CDI, je me dis, bon, en fait, faut que je parte. Faut que je trouve un moyen. Je commence à regarder une vidéo YouTube, et c'est là où ça a été mon déclic. Vidéo YouTube, c'était quoi ? Ne fais pas la même erreur que tout le monde, un truc comme ça. Et de là, je regarde la vidéo, et en fait, ça parle de Robert Kiyosaki, que tu dois connaître. Je sais que tu connais. Et de là, ça m'a fait lire le livre Père riche, Père pauvre. Et alors là, ça a été le gros déclic de ma vie, en mode, ok, bon après, il faut pas partir dans l'extrême, et c'est dans l'extrême dans lequel je suis parti, c'est ok, en fait, le salariat, c'est de la merde, c'est que l'entrepreneuriat, ou alors t'es presque une sous-merde. Je suis vraiment parti à l'extrême, moi. Donc, bon, après, ça a été ma source de motivation pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que j'ai eu une certaine mentalité en mode... c'est bidon tout ce que les autres font. Bon, ça on en reparlera, mais... ouais, t'as pris un truc, tu l'as pris un peu trop vite, trop à cœur. Moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup les informations que je peux entendre ou que je peux lire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai commencé à acheter tous les livres dans le business. J'ai commencé à en lire plein. Et de là, je me suis dit, ok, c'est soit tu fais des business, soit en gros, t'es bidon, quoi. La petite aparté juste, c'est que parle de ce livre, parce que pour moi, ça a été un élément déclencheur sur, pour moi, l'ABC... de l'argent, de la finance. Pour moi, c'est incroyable. Enfin, il faut que les gens le notent, mais c'est incroyable. En 2016 ou 2017. Donc moi, c'est un peu plus longtemps que toi.
c'est le fait de pas se contenter, enfin, reprenez-moi, parce que je me Non, mais plus trop en vas-y. tête, mais c'est le fait de pas se contenter juste d'une vie métro, boulot, dodo, de suivre le schéma que nos parents, ou du moins la société nous transmet avoir son salaire, acheter sa voiture, sa maison, faire un enfant, et une fois que tu t'es endetté avec ta maison principale et que tu es beaucoup dans les émotions et tu mets beaucoup d'argent là-dedans, du coup tu peux plus rien emprunter, donc dans l'idée tu peux plus trop épargner et investir. Et donc tu te cantonnes à avoir la même vie. Moi, c'est ce que j'en ai retenu comme leçon. C'est fou, parce que chacun sa même. C'est incroyable. Chacun son truc. Moi, ça m'a fait le déclic en mode ne te cantonne pas à cette vie que la société te montre et sors de là. Et du coup, je me suis approprié cette philosophie en mode crée d'autres choses, et de là, tu investis. Et n'achète pas ta résidence principale d'abord, investis à côté, et ensuite, c'est à la fin où tu te feras plaisir avec tes émotions sur la résidence principale. Ça, c'est ma philosophie. C'est quoi, toi, que tu veux que je te dise? C'est ce que tu suis aujourd'hui. Hein. Et c'est ce que je suis toujours. C'est fou parce qu'on peut avoir lu le même livre et avoir sorti deux choses complètement différentes. Moi, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que c'est une façon de penser. Oui, ça c'est sûr. Qui doit changer. Dans le sens où moi, le moment qui m'a marqué dans le livre, c'est parce que pour juste expliquer rapidement, père pauvre et père riche, c'est pas forcément en termes de pauvreté d'argent, c'est en termes de pauvreté d'esprit. Pour moi, je l'ai compris comme ça. Vrai. Et du coup, justement, il parle de son propre père, du coup, qui dénomine du coup père pauvre, parce que du coup, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'autre fonction, etc., mais qui sait pas gérer l'argent, qui a pas forcément du coup le bon état d'esprit, justement. C'est pour ça que je le réfléchis comme ça. Et le père riche, qu'il considère comme père riche, c'est le père de son meilleur ami. Qui lui est entrepreneur, qui a une société, etc. Voilà, c'est juste pour le contexte. Et du coup, moi, ce que j'ai retenu, l'élément marquant, c'est à un moment donné, il dit justement, je suis allé voir mon père et je lui ai dit que je voulais m'acheter un téléphone, ou je sais plus ce qu'il voulait acheter, mais on va partir sur un truc que tout le monde va comprendre. Imagine, tu veux t'acheter l'iPhone, voilà. Ouais. Et du coup, son père pauvre qui lui disait. En gros, mais pourquoi tu veux l'acheter de toute façon, tu l'auras jamais, c'est pas possible que tu aies autant d'argent pour pouvoir te l'acheter. Et en gros, le père riche qui lui dit, en gros, comment tu vas faire pour t'acheter ça, tu vois. Et c'est ça la différence de dire, je ne peux pas, et comment je vais faire pour me l'acheter. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est ça le mindset incroyable, c'est de changer d'état d'esprit, de te dire, en fait, tout est possible. Et en fait, ce que tu pensais irréalisable avant, c'est de te dire, au lieu de te dire, je ne pourrai pas atteindre cet objectif, c'est comment je vais réussir à l'atteindre. Ouais, pareil. Non, mais pareil pour moi. Voilà. Ouais. Et moi, ça m'a ouvert complètement l'esprit sur l'immobilier, la dette. Parce que Robert Kiyosaki, c'est ça. C'est t'empruntes un temps marquant, ça, hein. Et tu fais l'effet de levier. Et bon, ça, on peut en reparler après dans la section investissement. Mais moi, c'est ça qui m'a... Et de là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je faisais de la photo déjà, pas de la vidéo, j'ai jamais fait de la vidéo, mais de la photo. Et qu'est-ce qu'on avait avec Julie? Donc, ça faisait déjà quelques années qu'on voyageait et qu'on partageait sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était beaucoup plus simple de percer. Non, beaucoup plus simple. Maintenant, avec les Reels, tu peux percer aussi plus facilement. Mais à l'époque, c'était, je sais pas, c'était plus facile. Truc, Voilà, il y avait un truc. Il y avait moins de gens aussi. Non, mais c'est moins prenant en termes de temps. La photo, tu prends du temps à la retouche. Voilà, c'est ça. Créer une vidéo, faire des rushs vidéo, créer montage et retoucher une vidéo, ça prend 5 fois plus de temps qu'une photo. Moi, c'est que photo. Donc, t'imagines que tout ce qui est Reels, ça me gonfle. Et donc, moi, j'avais une frustration, c'est que toutes les photos que je publiais sur les réseaux, j'étais frustré qu'au bout de 24 heures, elles soient oubliées. Et on avait quand même commencé à accumuler une certaine notoriété sur les réseaux, et on voyageait beaucoup. Donc, à chaque fois, on avait les mêmes questions. Ah, qu'est-ce qu'il y a à faire à Amsterdam pendant 48 heures? Qu'est-ce qu'il y a à faire là? C'est quoi les meilleures adresses? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Et à chaque fois, on répondait aux mêmes questions. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ok, moi, je suis frustré pour ma petite vitrine. Et toi, Julie, qui répond aux gens, ou nous deux, qu'on répond aux gens, c'est tout la même chose. Mais viens, on crée un blog. Mais sauf qu'on est des dinosaures de blog. Je ne suis pas du tout le numéro 1, mais on n'était pas beaucoup à l'époque, vraiment pas beaucoup. Et après, il y en a qui ont fait leur métier à temps plein. Nous, ça a toujours été secondaire. Mais sur le coup, du coup, on a créé un blog et en fait, ça a commencé à prendre direct. Okay. C'est-à-dire qu'on déjà, on avait voyagé depuis, je sais pas, 3 ans. Donc déjà, il y avait pas mal d'articles qu'on pouvait sortir sur ce qu'on avait déjà fait. Donc pas mal de photos d'un côté et Julie, pas mal de textes. Et en fait, déjà, je sais pas combien d'articles on avait, mais en fait, déjà, il y avait une notoriété qui s'est créée. Donc déjà, on avait un Instagram par rapport à l'influence qui fait que on avait des contrats de création de contenu et d'influence. Donc déjà, l'entrepreneuriat, j'ai connu un peu comme ça. Et ensuite, avec le blog, on a créé un média. Et donc, on a commencé à vendre pareil, de la création de contenu en plus, de l'influence. Et là, ça a été le début de l'entrepreneuriat. Et de ce blog, j'ai commencé à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat.
J'ai commencé à ouvrir une première société par rapport à l'immobilier. On peut en reparler après par rapport aux investissements, mais de là, je suis rentré dans le délire d'ouvrir une agence de communication. Donc, je me suis associé avec Evan à l'époque, en 2019, début 2019. Evan, qui est un super photographe de Cassis. Voilà. On amènera un jour ici, qui est incroyable. Début 2019, on ouvre une agence de com. Je me mets à fond dans l'entrepreneuriat, mais sachant qu'en fait, j'étais déjà sous des eaux de Marseille. Donc, j'avais déjà une 35 heures. J'avais le blog à gérer. J'avais commencé à investir dans un premier appart. Je commence à créer une agence de com avec Evan. De là, en fin d'année, je deviens papa. Et là, on pourra reparler parce que j'avais la stabilité financière, mais pas la stabilité en termes de temps. Mais ça, on en reparlera après. Donc, je commence à être papa. De là, je commence à me poser des questions quelques mois après. Je dis, bon... beaucoup d'un coup, quand même, là, non Sachant que je commençais aussi à faire un peu de mentorat. Parce que j'avais commencé à investir dans une première start-up donc, avec qui j'aidais. Et là, je me dis, bon, c'est pas possible. Moi, mes collègues du travail, ils commencent à me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? On te comprend pas. Enfin, comment tu fais ? Sauf que moi, je voulais partir de la Société des Eaux de Marseille. Et donc, je voulais avoir une autre stabilité financière, mais indépendante. Et donc, j'étais parti dans un autre objectif. Enfin, toujours le même objectif qui est d'avoir cette sécurité tout le temps. Mais en tout cas, de ne plus être dépendant d'un employeur, mais dépendant de moi et donc de mes clients. Et... Avec l'agence de com. Avec l'agence de com, mais aussi avec le blog et avec l'immobilier. C'est ça. Non, mais l'agence de com aurait été ta rémunération principale en soi, dans un sens. Le blog, un super bonus, et l'immobilier, la rente pour plus tard. C'est ça, exactement. Court, moyen, long terme, en gros. Ou du moins, je diversifie mes risques. Après, on pourra aussi reparler du fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ou alors de se mettre à fond dans un truc. Ça, c'est autre chose. Avec l'agence, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour être numéro 1. Même si j'étais associé, je n'étais pas fait pour être... pour avoir toute cette charge, cette responsabilité que si tu travailles pas, tu n'as vraiment rien du tout. Et de là, en fait, je me suis posé les bonnes questions. Et là, j'ai dit... Donc, après, j'ai commencé à travailler avec toi. Ah oui. C'est encore la Société des Eaux ? Et oui. Et en plus, du coup, JC qui commence à bien prendre par rapport à la formation, il me dit, écoute, j'ai besoin d'un commercial, en gros, d'un community manager et commercial. Je commence à travailler pour lui. Et là, je dis, OK. Là, on se calme, je vais péter un plomb. Mais vraiment, j'ai vraiment 2 doigts de péter un plomb. Donc, j'ai dit à Evan, bon... C'est une activité qui me prend le plus de temps et qui, dans un sens, me rapporte le moins. Là, je commence à parler vraiment argent. OK, et l'énergie dépensée. De là, je me dis, bon, le blog, ça reste quand même quelque chose de passif dans le sens où tu crées un article et après, ça tourne. Création de contenu, bon, ben, c'est ponctuel. JC, ça commence à être fructifiant. Donc, je commence à enlever l'agence de com. De là, dans cette même année-là, je commence à réinvestir dans un autre appartement. De là, JC commence à me dire, vas-y, tu veux pas venir dans mon équipe. Et là, je prends enfin la décision, au bout de X mois, parce que tu es venu me chercher quelques temps quand même. Je dis non, parce que je voulais ma vraie sécurité, sécurité, Société des Eaux. Et que JC, c'était plus en mode start-up, tu vois. Ah ouais, on y va, allez, Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on n'a qu'une vie. Je me gâche à la Société des Eaux de Marseille, ça fait longtemps que je veux partir. Vas-y, on n'a qu'une vie, je taille avec JC. Mais dis ses conditions, 100 000 € par mois. Oh bah ça va, easy. C'est bon, ça avec toi. Et de là, j'ai quitté la Société de Marseille, je me suis retrouvé donc avec JC. Et bon, voilà. Après, et du coup, est-ce que, juste pour reprendre sur ton parcours, maintenant avec du recul, est-ce que tu referais la même chose ? Ou est-ce que du coup, quelque part, il faut savoir peut-être à un moment donné, lâcher quelque chose qui ne nous plaît vraiment plus, pour se donner à 100% dans le reste. Parce que finalement, est-ce que tu n'aurais pas pu garder l'agence de com, bosser avec JC, faire le blog et partir en voyage ? Impossible. En enlevant la SEM. Ouais, non. Moi, tu vois ce que je veux dire ? Parce que finalement, tu as toujours gardé ça pendant un an. Mais l'agence de com, quand t'es vraiment associé à l'agence de com, c'est un truc, t'es plein temps presque. Ah, mais c'était plein temps. Alors, moi, sur le coup, je m'étais mis à 80% et la Société de Marseille. Et du coup, je travaillais une journée, c'était le jeudi avec Evan dans un bureau, mais sinon, je travaillais à 10h mes pauses, à midi à mes pauses, une petite pause de 15h et le soir. Oui, mais donc du coup, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que c'est pas mieux du coup de te donner à 100% vraiment dans un truc et de développer que ce soit l'agence de com ou avec JC, mais du coup à 100% chacun, ou est-ce que du coup, le fait que ça se soit amené petit à petit fait que du coup, ça t'a amené en douceur sur quelque chose que t'as fait la transition. Tu vois, ou non ? Alors, chacun a sa philosophie sur le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier et créer par exemple une licorne ou j'en sais rien, enfin peu importe, sur une entreprise. Moi, c'est pas mon truc. Moi non plus, mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que je suis pas un bon numéro 1. Je suis un bon numéro 2. Et du coup, je vais pas exceller dans un domaine, mais je vais être très bon dans plein de domaines. Et je vais avoir peur de tout mettre dans un domaine. Je vais trop avoir peur, par exemple, si c'était le blog, parce que j'aurais
un moment donné, on s'était posé la question avec Julie de faire ça à temps plein. On avait la possibilité. Okay. Et on s'est dit, hop, le blog, on préfère sélectionner nos contrats, pas accepter des contrats juste pour le côté alimentaire, parce que ça casserait notre éthique. Prenons que des choses, soit qui nous font kiffer, soit qui nous rémunèrent. Et on a fait des milliards de choses gratuitement, où on a kiffé de ouf. Donc, par exemple, j'aurais pu mettre à 100% sur le blog. Mais non, ça, pas bonne idée. Okay. Sur l'agence, j'aurais pu, mais je suis pas un bon numéro 1. Après, sur l'immobilier, bon, ça c'est à côté. Donc non, il fallait quand même... Enfin, je suis très bon, mais dans plein de domaines. Et comme toi, tu as su faire des sacrifices. Tu as su faire certains sacrifices. Attends, du coup, pour répondre quand même à ta question... Agence de com, dans ce que tu faisais, que ça m'a peut-être convaincu de vraiment te prendre pour moi. Voilà, c'est ça. Tu vois, moi, je un truc tout bête, même le matériel. Quand j'ai travaillé pour Charles Leclerc, c'est tout con, hein, mais c'est Charles Leclerc, donc me suivait sur les réseaux, a vu que j'avais acheté une caméra RED et m'a contacté pour ma caméra. Okay. Pour mes compétences, oui, mais aussi pour la caméra. Parce que dans son message, il m'a dit, voilà, j'ai vu ta caméra, machin, etc. Donc, c'est souvent en voyant quelque chose que ça attire pour autre chose. Si j'avais pas acheté cette caméra, il aurait peut-être continué à me suivre et à aimer mon travail, mais il m'aurait peut-être pas contacté. Et là, c'est même... Caméra que tu as utilisée combien de fois ? Je sais pas, 15 fois. Ouais. Équivaut une voiture. 000, ouais, voilà. Oh, mais que j'ai rentabilisé, mais oui, bien sûr. Mais comme quoi, c'était un achat que... Est-ce que tu le regrettes ? Non, bien sûr que non. Est-ce que potentiellement, sur l'instant T, il était rentable ? Peut-être oui que non, mais sinon, par rapport à toutes les opportunités, oui. Exactement. Moi, tout ça a fait que ça m'amenait aujourd'hui. Tu vois ? Ah, mais t'aurais pu, du coup, sans la SEM, faire plus d'activités avec l'agence de com, et donc encore plus convaincre JC et que tu étais... Ouais, par exemple. C'est un bon truc, quoi. Ouais, mais... Bon. Non, mais c'est pas, c'est juste pour avoir ton avis. Après, des sacrifices, je sais pas, t'en as fait toi, des sacrifices ? On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la deuxième partie de ce podcast.